Tu vois ça? Ma tasse de soirée. Trop bien ça? Bouches-du-Rhône, Besançon, Paris, Puy-de-Dôme, Gironde, pas mal de monde là. Ajaccio, c'est très bien. Pour que j'organise un petit stage là-bas. On a course hier en conduisant, j'ai écouté de musique course. Oh, c'était bon. C'est dans mon téléphone. Une belle petite soirée de chanteurs qui ont venu à la maison. J'ai adoré. Là où j'étais en course. Bourgogne, Luxembourg, La Rochelle, Man, voilà, c'est des rôles tellement suisses. Occitanie, Man. Attends, c'est où des Canadiens? Bordeaux, salut Mélanie, nous aussi on est à Bordeaux. Moi je suis à Bordeaux ce soir. J'ai un petit problème de connexion avec le, je sais pas, de fil, comment ça s'appelle, fibre optique, quelque chose comme ça. Fibre, c'est ça qu'on dit. Je sais pas de fibre. Ah, salut Caroline. Et heureusement, il y a les gens de Québec, Canada qui est là. Salut le Jura et Chantilly, capitale du cheval. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a bossé un petit peu là-bas dans les mondes de galopeurs. C'est Nicolas Clément, très très agréable. Et j'adore cet endroit. Et en plus, le jumping là-bas, c'est top de top. Et les gens que j'adore dans cette petite coin-là, famille Payot et d'autres. Donc, Normandie aussi, parce que ça a aussi une vraie région de cheval. Vous avez raison, Anne-Sophie. Et ça déroule à fond la manette. Contente que vous êtes là. Je sais que bien plus que 1000, 1200, 1300, quelque chose inscrit ce soir. Donc, vous avez bien fait. Salut le Camargue. Bien fait d'être là. Parce que si tout le monde essaie d'entrer ce soir, à partir de 1000 personnes, ça devient un petit peu compliqué d'entrer dans la salle. Donc, reste accroché, soirée intéressante, beaucoup d'informations à partager avec vous et peut-être essayer de vous donner quelques déclics. Mon objectif donc ce soir, c'est que vous avez des petits déclics où vous dites, si je réfléchis différemment sur mon problème, peut-être je peux résoudre le problème, mais je trouve que c'est une phrase un petit peu cliché, un petit peu facile à dire. Si on veut que les choses changent, je dois changer. Mais sur un côté, par rapport aux chevaux, dans mon expérience, la première chose à changer par rapport à la résolution de problèmes avec mes chevaux, c'était moi. Déjà, mon interprétation de le problème, parce que pendant qu'on interprète mal, on peut pas résoudre. Et aussi la compréhension de le problème, parce que pendant qu'on comprend pas le problème, on peut pas le résoudre non plus. Donc, on va essayer de mieux comprendre, on va essayer de mieux comprendre le problème, mieux comprendre le cheval et après interpréter correctement qu'est-ce qui se passe pour qu'on peut résoudre. Bien sûr, j'ai choisi des exemples ce soir de certains problèmes, peut-être des problèmes qu'on entend plus parce que une fois par mois, je passe la soirée avec un groupe de gens qui sont aussi nombreux que vous ce soir, plus que 1000, dans un truc qui s'appelle le Horseman's Club. Et chaque mois, les gens dans le Horseman's Club envoient leurs questions par rapport à leurs chevaux. Et une fois par mois, je passe devant l'ordi un petit peu plus tôt parce que c'est dure assez longtemps, vers 19 heures, et je réponds à une bonne trentaine de questions sélectionnées par le 60, 80 centaines de questions que j'ai. Et souvent, les questions sont similaires. Donc, je suis capable de bosser bien pendant la journée et faire un bel petit résumé de ce temps pour que tout le monde soit content. Donc, il n'y a pas de vidéo seulement en fond noir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça arrive aux autres ou vous êtes bien les autres? Est-ce que vous me voyez? Weo, je suis chez Nadia, responsable pour toutes nos... Oui, c'est bien parce que sinon, ça n'aurait pas été la peine d'avoir couru et enlever la transpiration et entrer ici, tout beau, et devant, parce que sinon, je peux avoir arrivé avec mes vêtements de tondeuse que j'ai eu cet après-midi quand je faisais la petite débroussailleuse. Et ouais, j'ai fait des choses comme ça. Et après 18 heures, prendre la voiture pour être ici à l'heure devant vous pour passer cette soirée. On attaque, les hostilités commencent parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, je vais y aller. Je ne sais pas si c'est le premier, ma balade et tout ça. Il y a plein de choses. Non, t'inquiète.
Ah ouais, Voilà. c'est Nadia qui gère parce que moi, je n'ai même pas le droit de le toucher. Il y a eux qui n'ont pas le pouce vert, ça veut dire que s'ils touchent les plantes, ils meurent. Bah, si moi, je touche l'ordinateur, il crache. Qui suis-je? Je suis, bonjour, je m'appelle Andy, j'habite à Bordeaux, à Coutras, à Chamadel plus précisément. Donc, je suis celui avec cet accent australien, on dit bout à la base australien, donc ça fait quand même pas mal des années en France maintenant, presque 20 ans, mais, oh non, c'est bien 20 ans, 21 ans, ça mérite en fait. Et malgré ça, j'ai maintenu un très fort accent. Non, je ne fais pas exprès, mais apparemment, si on n'apprend pas le français avant l'âge de 30 ans, on maintient un accent et il est assez fort. Ma copine Holly, elle partage beaucoup de choses dans le Horseman's Club avec nous. Elle a 5 ans en France, elle a beaucoup moins d'accent que moi. Comment ça se fait? Elle est appris à l'école. Donc, un énorme parcours dans ma vie avec le chevaux. J'ai commencé à monter un cheval bien avant que aucun souvenir. Et je viens d'une famille de cavaliers, né dans une culture où le vrai envie, c'était de devenir un homme de cheval. Peut-être un homme de cheval, c'était quelque chose de plus respecté que juste un cavalier ou un pilote. Et je vais peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un homme de cheval pendant la soirée. Mais c'est surtout quelqu'un qui est capable de voir la perspective du cheval. Vous me dites sur le chat et tout ça, moi je ne le vois pas tout. Si j'ai un trop de lumière parce que j'ai fermé un truc ici, j'ai le soleil qui me tape un petit peu dessus. Et aussi, si vous n'entendez pas très bien parce que j'ai un petit clim qui tourne en même temps. Je viens de courir dans un appartement à Bordeaux et il fait assez chaud. Donc, le clim qui tourne, le petit truc à côté, si je change la lumière ou quelque chose dans la soirée, on va voir tout ça. Et heureusement, j'ai Nadia ici à Bordeaux. Comme ça, je peux faire un bon webinaire avec plus que 1000 personnes sans avoir un problème de réception, de réseau et tout ça. Je voulais donc, à partir d'un très jeune âge, devenir un homme de cheval, sans que je savais vraiment qu'est-ce que c'était, mais tout le monde parlait de « Oh, lui-là, c'est un homme de cheval ». Donc, c'était souvent les gens qui travaillent dans le milieu bétail avec le chevaux et des chiens très, très bien éduqués. Et c'est une vraie fierté nationale chez moi d'avoir un très bon chien ou des très bons chiens et des très bons chevaux. Donc, évidemment, je me suis dit, comme papa, quand je suis grande, je vais avoir de très bons chevaux, de très bons chiens, une grande ferme avec plein de bovins et la vie change. Dans les années 80, je partis un week-end regarder une démonstration. J'étais la grande ferme où j'étais, c'était autour de 12 000 hectares la ferme. Et il y avait quelques places données à cette ferme pour que des jeunes pouvaient aller voir un monsieur qui s'appelle Pat Pirelli faire une démonstration. On parle de 1989, donc ça date. J'ai parti, j'ai regardé toute ma vie précédente dans le chevaux, donc j'étais sûr que je savais presque tout. Parce que, un, j'étais jeune, et deux, j'étais dans le chevaux. Donc, entre les deux, sans doute, on sait tout. Et je me suis dit, pas grand-chose à apprendre. Un gars avec un moustache qui vient des États-Unis, il va parler beaucoup, mais ça va être le vent. Qu'est-ce qui veut dire que nous, on ne sait pas déjà. Et à partir de 5 minutes, je me suis dit, merde. Déjà, tout de suite, de le démarrage, je me suis dit, OK, là, il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Même des choses qui peut-être pour vous semblent évidentes. Moi, j'étais dans le milieu équestre. Je fais énormément de concours dans ma jeunesse. On était en famille de... Mon père faisait le concours complet. Ma mère faisait le dressage. On était à fond dans la compétition. Moi, j'étais sûr que quand on monte un cheval, on utilise les aides équestres pour obtenir une réponse. Et c'est comme ça. Cet monsieur-là, il a à peine démarré son démonstration et il a tout de suite dit on n'utilise pas les aides pour obtenir la réponse, on utilise l'aide pour éduquer la réponse, surtout dans la fondation et dans le démarrage. Donc, je mets la pression. Quand l'animal répond bien, j'enlève la pression. Quand je mets la pression sur le licol, le petit poulain, il résiste. Quand il cède en avant, j'enlève la pression. Il apprend que pour enlever cette pression, j'avance mes pieds. Et moi, j'ai même pas... Quand je montais un cheval, j'ai utilisé les aides pour tourner à gauche, j'ai utilisé les aides pour tourner à droite, mais j'étais pas très ciblé sur la précision sur l'enlèvement de l'aide. Et après, il a parlé de psychologie, comment faire en sorte que mon idée devienne son idée. Je me dis, oh là là, c'est quoi ça?
ça va être un sauce à l'américain. Et il a fait un chargement dans le vent. Il expliquait que si je mets le travail ici et le confort proche et bientôt dans le vent, le cheval va penser que le vent, c'est la solution et avoir envie d'aller dans le vent. Donc, au lieu de forcer le cheval d'entrer dans le vent, fait en sorte qu'il a envie d'aller dans le vent. Je me suis dit, oh, le parole, c'est intéressant, je veux bien le voir, et bon, je l'ai vu. Donc, rapidement, ça semblait rapide sans être rapide, dans le sens que il n'est pas pressé, il n'était pas pressé, il n'est pas... C'était un autre homme de cheval qui s'appelle Monty Roberts qui disait la phrase, quand j'ai 15 minutes, je travaille comme si j'ai toute la journée. Et en général, ça prend 15 minutes. Mais si je travaille comme si j'ai 15 minutes, ça m'apprend toute la journée. Donc, cet monsieur-là, il a pris le temps que ça prend pour que ça prenne moins de temps. Il a bossé, le cheval était dans le vent. Même chose pour la démonstration de débarrage et même chose sur tout ce qui était résolution de problème. Fait en sorte que le problème devient la solution. Mon cheval ne va pas aller, je ne sais pas quoi, dans le vent, je vais travailler, le vent devient la solution. Mon cheval ne va pas sauter l'obstacle, travaille, sauter l'obstacle devient la solution. Et bientôt, le cheval a envie d'aller sauter l'obstacle parce que quand il saute, il gagne. Quand le cheval va dans le vent, il gagne. Quand le cheval enlève les aides de l'homme, il gagne. Et même, moi, j'ai quand même appris tout ce qui est mise en main avec les chevaux. Et là, énorme remise en question. Il a dit, la remise en main, il n'y a pas, il y a juste l'éducation de céder à la pression. Donc, on tend les deux rênes, le cheval se met en place, on relâche les deux rênes, on éduque la position et après, on peut ajouter l'impulsion pour arriver à rassembler tout ça. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on a bien cassé nos noisettes pendant les années avec la mise en main et tout ça pour que finalement, il ait dit que c'est juste enlever la pression au bon moment. Et tout était une question de timing, précision, dosage, mais surtout le timing sur l'enlèvement de la demande. Je me suis dit, quand j'entends des questions, pas forcément dans le Horseman's Club, parce que les gens sont un petit peu avertis dans le Horseman's Club, mais quand j'entends des questions sur Messenger, Facebook, email et tout ça, je me suis dit, sur la grande ligne, le grand principe de l'éducation cheval, il y a un vrai problème. Un des vrais problèmes, c'est que tout le monde veut solutionner des problèmes, mais on ne peut pas solutionner un problème sans compréhension. Et tout le monde cherche à solutionner le problème sans qu'il y ait la compréhension de le pourquoi, le comment, pourquoi le problème existe, comment le cheval a appris ça. Parce qu'en général, un problème, c'est un apprentissage. Le cheval n'est pas inventé tout seul. J'entends ça aussi, qu'il fait exprès, il jouait un tour, il fait son cinéma, il fait semblant, il essayait il m'embarquait, il me fait ci, il me fait. Et il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est des anthropomorphismes qui n'existaient pas. C'était un homme de cheval respecté aux États-Unis qui me disait, si je pouvais avoir un poste, je vais poster pour la position d'avocat pour les chevaux parce que je vais jamais perdre un procès. Le cheval est toujours innocent. Ou quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, oui, c'est mignon, mais c'est pas vrai. Maintenant, je suis sûr et certain que c'est vrai. Le cheval ne peut pas faire une bêtise exprès. La première chose que moi, j'étais obligé de comprendre, surtout quand je partais vers plus de compréhension scientifique de cet animal, c'est que dans l'absence d'un cortex préfrontal, le cheval ne peut pas faire une bêtise exprès. Donc, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas un côté moral. Il n'y a pas correct, incorrect, bien et mauvais. Donc, le cheval, il fait ce qu'il fait par rapport à l'information qu'il a. Mais il ne peut pas essayer de faire une bêtise. Il n'est pas des morceaux de cerveau. Parfois, on a envie de ne pas croire. Mais sachant que c'est une science et pas une croyance, on est un petit peu obligé de croire, parce que ce n'est pas une croyance, que le parti nécessaire dans le cerveau pour avoir de compréhension morale entre correct, incorrect, bien et mauvais n'est pas là. Il n'est pas capable. Donc ça, c'était le premier jour en 89 où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je n'ai pas compris par rapport aux chevaux? Moi, je pensais qu'il y avait de bons chevaux, de mauvais chevaux, et que il y avait des chevaux qui posaient beaucoup de problèmes, et après, il y a des chevaux plus faciles. Donc, et le chevaux respectueux et irrespectueux. Plus tard, j'ai quand même bien compris qu'il n'y a pas le chevaux irrespectueux, il y a le chevaux mal éduqué. Et si on dit que c'est irrespectueux, ben, c'est la faute du cheval. Si on dit que c'est irrespectueux, si on dit que c'est mal éduqué, ben, ça, c'est la faute de l'homme. Donc, une des choses qui est très nécessaire dans la résolution d'un problème, c'est la remise en question. Être capable de se remettre en question pour trouver, pour interpréter correctement la situation
et donc peut-être trouver la solution. Et j'ai vu qu'il y a encore aujourd'hui trop des accidents pour être plus rapide, parce que je vais aller dans toutes les statistiques par rapport à ça, mais il y a trop d'humains qui vont à l'hôpital et il y a trop de chevaux qui vont à l'abattoir ou qui sont jetés dans un prix quelque part parce que ça va pas. Il y a trop de gaspillage de chevaux, il y a trop de blessures et accidents pour les humains. C'est quand même cet animal à côté de moi, dans cette image-là, il fait 625 kilos. Donc, s'il est mal éduqué, c'est dangereux. Je ne peux pas aller en balade avec 625 kilos de stress, de peur, de fuite, de résistance, de défense. Toutes ces choses-là, si j'amène tout ça dans une forêt, je deviens par conséquence un accident ambulant. Mais ça, c'est pas idéal pour la santé. De ça, maintenant, je suis conscient. Peut-être avant, quand j'ai parti dans la forêt ou j'ai parti avec mes chevaux et je faisais des accidents, j'étais inconsciemment incompétent. Je ne savais pas. Donc, mais maintenant, il y a un niveau de conscience dans le milieu équestre où on sait que tous les chevaux, même à moitié zèbre, peuvent être bien éduqués. Donc, c'est à nous d'apprendre comment bien éduquer nos chevaux. Parce que la majorité des problèmes et aussi des accidents sont cause d'une éducation qui n'était pas idéale. J'ai pas de frein, j'ai pas d'accélérateur, j'ai une absence de direction. Le cheval se connecte avec tout l'environnement extérieur. Mon cheval devient un chevreuil. Mon cheval devient un herbivore à nouveau. Et en étant un herbivore, je peux pas mettre dans la petite grotte ambulante un vent. Je ne peux pas balader dans la forêt. Le grand rêve de plaisir est absolument un cauchemar. Et maintenant, je suis plus frustré que fasciné par l'animal. Et il y a énormément de frustration qui vient de l'absence d'éducation où quand on peut mieux comprendre l'animal, les choses deviennent fascinantes. Même des problématiques deviennent fascinantes parce qu'on sait comment l'animal fonctionne, donc on est sur la bonne piste pour trouver une solution. Et aussi dans le milieu équestre, beaucoup d'appréhension, beaucoup de gens qui sont peur. Et après, il y a des articles dans toutes les magazines sur comment vaincre le peur. Le plus grand remède contre le peur, c'est la compréhension. Le mieux qu'on comprend, et vous pouvez prendre vos stylos et tout ça et noter tout ce que vous allez apprendre ce soir. Le mieux qu'on comprend, le moins qu'on appréhende. Aussi, par rapport au webinaire ce soir, n'oubliez pas, essayez de ne pas trop tirer sur le bande passant. Donc, c'est pas idéal d'avoir Netflix et tout ça parce que le webinaire va tirer un petit peu sur ça. N'hésitez pas de vous hydrater, prendre un petit tisane, un café, quelque chose. Et moi, j'ai mon petite tasse de savoir ici que Nadia m'a prêté pour ce soir pour que je peux garder le bois et boire un thé avec vous. Et aussi, prendre des notes parce que, comme je disais, c'est un webinaire avec beaucoup d'informations. C'est là pour vous. Donc, profitez à fond. Le plus qu'il y ait la compréhension, le moins qu'il y ait l'appréhension. Si vous me demandez d'aller piloter un avion, je vais être terrifié. Pourquoi? Parce que je connais rien en avion. Je suis dit, vas-y, le pilote, vas-y, on dit, essaye. Là, ça va être terrifiant. Pas que pour moi, mais pour tous les passagers aussi. Mais si j'étais un pilote, si j'étais très formé, si je savais comment piloter l'avion, je vais être moins stressé. C'est comme conduire en voiture. Maintenant que je sais faire, c'est moins stressant. C'est pas pour autant que j'aime bien conduire dans la circulation. Mais ça, c'est une autre problématique, probablement en absence de formation aussi. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de problématiques avec les chevaux, il y a une absence de compréhension, il y a trop d'accidents et il y a trop de gaspillage, il y a beaucoup de chevaux avec lesquels les gens n'arrivent pas. Donc, la raison pour laquelle je me suis dit, on a besoin de faire un petit webinaire pour aider les humains à mieux comprendre les chevaux. Je sais, souvent, on pense que je veux que mon cheval me comprenne mieux. N'hésite pas, si votre cheval pouvait parler, il dirait la même chose. Je veux que mon humain me comprenne mieux. Donc, la première chose, c'est de ne pas chercher que le cheval te comprenne mieux, c'est de mieux comprendre le cheval. Ce n'est pas la responsabilité du cheval de comprendre l'homme, c'est la responsabilité de l'homme de comprendre le cheval. Et ça, c'est notre objectif ce soir. Donc, je vais parler de plusieurs problèmes ce soir. Bien sûr, j'ai choisi des problèmes qui me permettent de parler un petit peu de tous les problèmes et aussi la globalité et des problèmes qu'on entend beaucoup sur le Horseman's Club et on aide les gens à résoudre en mettant en place surtout une très bonne fondation. Parce que dans l'absence de fondation,
on peut pas éviter des problématiques. Si la compréhension, la fondation n'est pas idéale, l'équitation ne peut pas le faire. Donc, si le milieu équestre était un énorme livre avec 4 chapitres, il y a compréhension, fondation, équitation, compétition. Mais si on veut faire équitation, compétition ou même le loisir, la première des choses, c'est très, très important. Compréhension, est-ce que je sais exactement comment le cheval apprend à comprendre? Et fondation, est-ce que le cheval a une bonne base pour que je peux faire la suite? Si je n'ai pas, par exemple, si je suis incapable d'arrêter le cheval en moins que 4 foulées, peut-être je ne devrais pas aller au forêt, dans un balade. Personnellement, je veux dire, c'est pas un peut-être, c'est un sûr. Si vous pouvez pas arrêter le pied de vos chevaux en moins que 4 foulées aux 3 allures, on n'est pas prêt de faire un balade, on n'est pas prêt de faire grand-chose. Ça, c'est une problématique de fondation. Donc, première chose, est-ce que je peux arrêter ses pieds en moins que 4 foulées? Sinon, trouble is coming. On va avoir des problèmes. Un grand homme de cheval qui s'appelle Buck Brannaman qui disait souvent, dans l'absence d'une fondation, trouble is coming. Vous allez avoir des problèmes. Si la fondation n'est pas solide, vous pouvez amener cette absence d'éducation, cette absence de fondation dans un autre lieu et en général, on devient une forme d'accident et violent. Donc, fondation, compréhension, fondation tout au début. On va parler un petit peu de problématiques de soins, anti-mouches et d'autres soins aussi, bien sûr. Le même problématique on peut avoir avec les tondeuses, on peut avoir avec les injections, on peut avoir avec tous les soins qu'on peut imaginer. Mon cheval, quand je monte le cheval, il se met la tête un petit peu dans l'air et j'ai une mise en main un petit peu compliquée. Il se tourne à l'inverse, il pousse, il résiste, il n'est pas tout léger. Est-ce que c'est la bouche de mon cheval? Absolument pas. Est-ce que c'est la main de mon humain? Absolument oui. Mais on va parler de ça. Le cheval va trop vite. Après, c'est un problème de... Est-ce qu'on a bien compris le principe d'impulsion? Et est-ce qu'on ne confond pas impulsion et impulsif? La définition d'impulsion, donc le désir du cheval de se porter en avant ou est né ou acquis par son expérience. Ouais. Est-ce que la définition est très bonne? Non. Le désir du cheval de se porter en avant. Il n'y a pas trop. Moi, je peux jeter un œil, regarder les chevaux dans le pré dehors. Il n'y a pas beaucoup de chevaux avec un fort désir de se mettre en avant, sauf que s'ils sont embêtés par des mouches ou il y a quelque chose qui le chasse. Donc, est-ce qu'il y a un vrai désir du cheval de se mettre en avant? Non. Est-ce qu'on peut éduquer le cheval d'avancer? Oui, mais ne confondez pas le désir de se mettre en avant avec l'impulsif ou avec les fuites. Et si on veut parler de la pire équitation qui pouvait jamais arriver, c'est une équitation qui s'appelle la fuite freinée. Le cheval va trop vite et je tiens le cheval pour qu'il ne va pas trop vite. Donc, j'ai déjà dit, si vous ne pouvez pas arrêter le cheval en moins que 4 foulées, il y a un problème. On va parler de comment conditionner des réponses équestres avec plus de précision en étant des animaliers. Peut-être, vous dites, je suis un cavalier ou je fais l'équitation. Avant tout, si on est dans le milieu cheval, le milieu équestre, on doit être d'abord des animaliers. Ça veut dire les éducateurs animaux. Et il y a des principes qui sont pratiquement des lois sur l'éducation animale. Mais si on n'applique pas ces principes-là, et c'est pas facile parce que ce n'est pas dans le galop qu'on va le trouver, hein, un petit peu maintenant. Mais quand moi j'ai arrivé en France, j'ai étudié mes galops, je n'ai vu aucune éducation sur comment éduquer les chevaux de répondre. Rien. J'ai passé mes galops et j'ai eu l'impression que c'était un livre de mode d'emploi pour une machine, comme si c'était le livre de mode d'emploi pour mon machine à laver. Il y avait ce qu'il faut faire. Donc, pour arrêter le cheval, tu fais ça. Comme si c'était inné chez le cheval, comme si le cheval avait une forme dans son génétique d'équitation intégrée. Et c'est absolument pas le cas. J'ai déjà éduqué assez de chevaux pour savoir qu'il n'y a aucune équitation intégrée dans le génotype d'un cheval. Mais chaque réponse équestre peut être bien éduquée. Et tous les chevaux de toutes les races, de toutes les disciplines, de toute la planète peuvent arrêter le sabot en moins que 4 foulées. Même tous les chiens peuvent être éduqués. Bien sûr, il y a certains, avec les instincts de travail avec le troupeau et tout ça, qui on ne peut pas inventer à la place. Si c'est pas dedans, c'est pas dedans. Mais il y a des principes d'éducation chien. Le milieu chien est assez développé par rapport à l'intégration de toute la théorie d'apprentissage dans le milieu. Comment utiliser un renforcement, comment conditionner une réponse avec précision,
comment éviter de rendre le chien sensible ci à ça, comment rendre les chiens plus ou moins puissants. Toutes ces choses-là, c'est dans le milieu. L'éducation, les principes d'éducation animale dans le milieu équestre, c'est pas gagné. Et c'est très, très impressionnant dans le milieu aquatique. Donc, on va parler un petit peu de l'éducation animale. Comment éduquer cet animal avec plein de poils et 4 pattes, d'arrêter ses pieds très, très vite, d'avancer ses pieds maintenant et d'avoir un vrai contrôle sur l'animal. Parfois, les gens disent, oh, mais je veux pas qu'il y ait trop de contrôle. Tu veux le contrôle. Si tu fais quoi que ce soit avec un cheval, c'est important que tu peux gérer. Mais ça ne va pas dire que vous êtes oppressant. Et on va parler ce soir d'une idée de win-win. Comment faire en sorte que le cheval peut gérer son humain et l'humain peut gérer son cheval. Sur un côté, je mets la pression sur le licol, le cheval sait qu'est-ce qu'il peut faire pour enlever cette pression. Je peux mettre cette pression à gauche, je peux mettre cette pression à droite, je peux mettre la pression de jambes. Le cheval sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que les jambes sont bas pour avancer. Et si je bloque l'assiette et je touche les rênes, il sait que si j'arrête mes pieds très, très vite, j'évite une augmentation de pression buccale ou sur le licol si je monte avec ça. Pas important, la pression. L'important, c'est que chaque pression que tu mets sur un cheval, le cheval sait exactement ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. S'il y a des problèmes sans solution, vous allez avoir la confusion, le stress, la défense, la fuite et la résistance. Toutes ces choses-là arrivent quand l'animal ne peut pas gérer la situation. Donc, vous allez avoir le contrôle sur le cheval va avoir le contrôle sur son cavalier, on va être dans un win-win, et parce que le cheval comprend l'homme comprend le cheval va être moins pris par l'environnement extérieur. Et une des premières choses à faire, on va parler un petit peu de l'instinct de fuite naturel chez le cheval et comment l'enlever. Parce que souvent, le cheval galope trop vite, oui, mais c'est un chevreau. Donc, comment calmer cet instinct de fuite, cet côté herbivore chez le cheval, qui est peut-être naturel, mais ça ne convient pas trop nos objectifs équestres. Je pars en balade, c'est le stress total, le rêve devient un cauchemar, c'est censé être le loisir, mais c'est plutôt la bataille, et c'est dangereux pour moi, je passe aucun plaisir, je stresse, et je entre parfois plus vite que prévu. Mon cheval entre dans le vent, mais il ressort très, très rapidement. Ça, c'est un problème. Aussi, certains chevaux n'entrent même pas dans le vent. Donc, quand j'ai besoin de rouler, on ne roule pas. Et quand le cheval est dans le vent, son seule envie, c'est de ne pas être là. Comment faire en sorte que le cheval ait envie d'être dans le vent? Plein de choses à discuter avec vous ce soir. On va démarrer avec la première. Donc, mon cheval est terrorisé par l'anti-mouche. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. Faites attention que ce n'est pas vous, dans le sens qu'il y a un aspect de timing. Dans tout ce que vous faites avec un cheval, vous allez sensibiliser ou désensibiliser. C'est quoi l'objectif avec l'anti-mouche? Vous pouvez écrire, Nadia est en train de lire tous vos chats sur le côté, donc vous pouvez tout faire. Participer. Vous mettez l'anti-mouche. Est-ce que c'est votre objectif de sensibiliser le cheval, d'obtenir une réponse ou de le désensibiliser et de ne pas obtenir une réponse? Juste pour qu'on est clair. N'hésitez pas d'écrire la petite réponse sur le côté. Pendant que vous faites ça, je continue de monter. Est-ce que c'est le but? C'est de... Pourquoi? Est-ce que... Pour mettre l'anti-mouche. Oh, non, j'ai pas besoin d'une éponge. Ah, moi, je ne mets pas le spray, je vais mettre l'éponge, parce qu'il déteste le spray. C'est très, très bien. Donc, il est très important, si on comprend qu'il est sensibilisé, ça veut dire rendre une réponse très, très légère et faire en sorte avec moins en moins, on obtenir plus en plus. Il y a aussi son opposé, c'est toujours comme ça, sensibilisation, désensibilisation, conditionnement, pression-réponse et signal-réponse. Il y a renforcement positif, il y a renforcement négatif, il y a punition positive, il y a punition négative. Chaque chose s'équilibre. Donc, il faut juste être sûr par rapport à sensibilisation et désensibilisation qu'on ne fait pas un quand on devrait faire l'autre. Je démarre l'anti-mouche. Chupette, il n'aime pas. Donc, il bouge ses pieds. J'arrête parce que Chupette a eu peur. Qu'est-ce que Chupette, il va apprendre? Et voilà, bouger ses pieds. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux démarrer un petit peu plus loin. Aussi, soyez sûr que la préparation a été faite. Est-ce que vous pouvez faire ça autour de votre cheval sans qu'il bouge? Est-ce que vous pouvez agiter un stick ou quelque chose, un badine, sans qu'il bouge?
Est-ce que vous avez éduqué le cheval de ne pas bouger? Oui ou non? Parce que si vous n'avez pas éduqué l'immobilité, pardon, mais ça va être compliqué, hein? L'immobilité chez un animal, particulièrement en herbivore, c'est un apprentissage. Donc, on peut éduquer un cheval de ne pas bouger. Et le gros principe par rapport à ça, c'est de ne pas enlever n'importe lequel stimuli quand il bouge, mais on enlève quand il ne bouge pas. Évidemment, le but, c'est de ne pas traverser le seuil de tolérance et faire en sorte qu'il panique. Le but, c'est de trouver un point de démarrage. Démarrer lentement, faire en sorte de faire une association plutôt attractive qu'aversive. Quand le cheval voit le vent, est-ce qu'il dit « Ah, c'est cool ». Quand le cheval voit l'homme, est-ce qu'il dit « Ah, c'est cool ». Quand le cheval voit un obstacle, est-ce qu'il dit « Ah, c'est cool ». Quand le cheval voit l'anti-mouche, est-ce qu'il dit « Ah, c'est cool ». Souvent, non. Mais comment on fait en sorte que le cheval fait une association attractive? Quand j'arrive dans le pré, est-ce que le cheval, il dit « Oh, alors, bipède, au revoir ». Ou est-ce qu'ils disent « Trop cool, bipède, ça va probablement égal, gratte, bonbons » et une amélioration de ma situation. Ou est-ce qu'ils disent que ça va probablement égal filet, sel, équitation, une dégradation de ma situation. Si c'est une amélioration de la situation, l'homme devient attractif. Si c'est une dégradation de la situation, l'homme devient aversif. Donc, le cheval veut dire, je préfère d'être ailleurs. Comment faire en sorte que le cheval peut faire une association attractive à l'anti-mouche? Faites, accompagner ça avec gratte, bonbons, commence plus loin, approche, retraite, approche, frôle le seuil de tolérance et arrête. Frôle le seuil de tolérance et arrête. Parfois, il va bouger un petit peu. Vous pouvez diminuer sans arrêter. Mais l'important, c'est de ne pas enlever les stimuli aversifs quand il bouge. Sinon, qu'est-ce qu'il va apprendre? S'il y a un problème et quand il bouge, le problème s'en va. Donc, il trouve la solution, n'est-ce pas? Donc, il va dire, OK, la bonne solution pour enlever l'anti-mouche, c'est bouger mes pieds. Et après, vous allez refaire, parce qu'il a eu peur, donc on a arrêté, donc on refait, donc il va rebouger les pieds. Donc, on va arrêter. Et accidentellement, sans qu'on sache, parce qu'on est tous inconsciemment incompétents à la base. Le sens animal, le sens cheval, être un homme de cheval, ce n'est pas donné à la naissance. Si le fait d'être un homme de cheval, c'est donné à la naissance, je suis le humain le plus bête au monde. Possible. Mais j'ai quand même passé 30 ans d'essayer de comprendre cette bête assez intensément. Donc, je trouve qu'il n'y a rien inné chez nous. Il y a un avec un meilleur sens animal que d'autres. Mais la bonne réaction chez l'homme n'est pas innée. Souvent, c'est l'inverse. La bonne réaction chez l'homme, la mauvaise réaction chez l'homme, ça, c'est inné. On est un petit peu de chasseur, donc on voit où je l'ai gêné. Donc, on retire la pression. Et on éduque le cheval que si je bouge, la pression s'arrête. Donc, après d'avoir bien éduqué le cheval que pour enlever cette stimulus aversif, parce que le cheval, ils n'aiment pas les éclaboussures. C'est pour ça que Chupette, il fait pipi dans le foin. Il n'aime pas les éclaboussures. Quand il fait pipi dans le foin, il n'y a pas d'éclaboussure. Et bien sûr, c'est un cheval. Donc, il n'est pas capable intellectuellement de dire, si je fais pipi dans le foin, je ne peux pas manger le foin plus tard. Il faut que je m'organise ultérieurement pour faire mon pipi pour que je peux encore manger le foin plus tard. Non, il veut juste dire, en ce moment précis, j'ai besoin de faire pipi, donc je fais pipi dans le foin. Comme ça, il n'y a pas d'éclaboussure sur ma jambe. La conséquence plus tard, il ne réfléchit pas. C'est pour ça de punir l'animal après ses bêtises. Il est tombé le 4e obstacle sur le parcours. Donc, quand j'arrive au paddock, je vais péter sa gueule un petit peu. Non, ça va pas marcher. Le cheval, il vit dans l'instant. Et c'est une bonne chose parce que si vous voudrez vivre mieux dans l'instant, c'est pas mieux. Tu peux pas faire mieux que de bosser avec un cheval. Parce que lui, il n'est ni avant, ni après, ni en train de réfléchir sur quoi que ce soit. Il est là. Donc, il faut se mettre là et avec lui. Dans ce moment-là, je fais attention à la dosage. Je trouve un point de départ. Notez. Point de départ. Pas trop fort. Loin s'il faut. Et à partir de ça, je frôle le seuil de tolérance. Si je dépasse le seuil de tolérance, je peux toujours retourner sur l'échelle précédente. Je n'ai jamais vu un cheval qu'on ne peut pas mettre l'anti-mouche. Ah, mais le mien, il est spécial. Non. Si on comprend comment éduquer le cheval, tous les chevaux de toute la race, de toute la planète, on peut mettre l'anti-mouche. Il faut juste bien expliquer que immobilité, c'est la bonne solution qui arrête l'anti-mouche. Eh ben, c'est sympa. On dit, mais si on arrête chaque fois qu'il ne bouge pas, comment tu veux mettre l'anti-mouche?
progressivement, on va arrêter, refaire un petit peu quand il bouge. On peut diminuer sans arrêter. Quand il arrête. Quand il a appris que immobility, c'est la bonne solution, vous pouvez après continuer plus longtemps. Mais il y a une vraie éducation à la préalable d'éduquer le cheval de ne pas bouger. Ça, on fait avec le mât. Après, on fait avec un stick. Après, on fait avec un stick avec un cordelette. Après, on fait avec un drapeau. Et on éduque le cheval que la bonne solution pour enlever pas mal de différentes choses aversives qui bougent autour, c'est de ne pas bouger. Si tu bouges, ça continue. Si tu n'arrêtes, ça s'arrête. Le but, c'est de ne pas terrifier, d'entrer dans l'idée d'immersion, d'inhibition et dire, pas importe, même si tu grimpes le mieux, je n'arrête pas. C'est ce moment-là, on est en train de terroriser le cheval, pas de sensibiliser. Le but, c'est de trouver un seuil de tolérance et essayer d'augmenter cette seuil de tolérance jusqu'à ce que le cheval ne bouge pour rien au monde. Il y a des questions? Qu'est-ce qu'il doit faire si le cheval se cabre? Si ce cadre, probablement bien dépasser le seuil de tolérance déjà. Et après, voilà, est-ce qu'il cabre avec le stick? Est-ce qu'il cabre avec le cordelette? Est-ce qu'il cabre avec le drapeau? En général, avant qu'on ait démarré la désensibilisation, on est déjà après le contrôle sur ses pieds. Ça veut dire que je peux reculer, je peux déplacer l'arrière à main, je peux déplacer le hanche. Et si le cheval cabre, s'il essaie de s'engager derrière pour se mettre debout, je vais demander qu'il déplace son arrière-main. Il veut du mal à déplacer son arrière-main parce qu'il est en train d'essayer de mettre debout. Mais je vais pousser l'arrière-main. Après, quand moi, j'ai un meilleur contrôle de l'arrière-main, je peux l'empêcher de se pointer. Ou je peux casser un œuf sur sa tête. Non, je rigole. J'ai entendu celle-là dans un stage et ça m'a fait rire. Ouais, quand il le cabre, il faut avoir un œuf, et tu casses l'œuf sur sa tête, quand il est debout, mais au moment qu'il est debout, tu casses l'œuf, ça. Je me suis dit, mais nom de Dieu, imagine ça, on reste debout, je prends l'encolure pour pas tomber, je cherche l'œuf dans ma poche, casser l'œuf sur sa tête. Je pense que je vais plutôt essayer de l'éducation parce que la théorie de l'œuf, ça me gêne un petit peu. Je crois que je ne suis pas capable. Mais si le cheval fait quoi que ce soit, quand on parle de contrôle, parfois, les gens pensent que c'est un petit peu, n'aiment pas trop ce mot contrôle, comme le mot conditionnement. On ne veut pas conditionner et contrôler. Quand même l'intérêt, parce que si tu ne fais pas, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Mais si je parle de contrôle, un cheval ne devrait pas faire quelque chose avec ses pieds qui ne vient pas de moi. Quand je bosse avec le cheval, il ne devrait pas bouger ses pieds si moi, je n'ai pas demandé que ses pieds bougent. À partir du moment où il y a l'éducation de l'immobilité, donc, s'il bouge et c'est pas moi qui ai demandé, c'est une absence d'éducation. Donc, je vais mettre en place l'immobilité. Et après, s'il bouge pas ses pieds, ça va être compliqué à cabrer. Mais s'il bouge un pied, en général, je vais bouger l'arrière-main, reculer et recommence assez vite. Idéalement, éviter les antérieurs quand il est debout. Si tu enlèves le anti-mouche au moment qu'il cabre, vous allez inventer un nouveau code pour le cabrer. Il s'appelle l'anti-mouche. Il y a certains qui utilisent ça avec un badine, il y a certains qui utilisent d'autres codes, mais il y a aussi des chevaux qui sont appris à cabrer grâce à l'anti-mouche. Parce que quand le cheval cabre, l'anti-mouche s'enlève. Pareil pour enlever la pression dans la bouche. Il y a la pression, le cheval se met debout, la pression s'enlève. Normalement, dans les deux cas, sol ou montée, pousse l'arrière-main un tour complet de les épaules. Mais avant que le problème arrive, être capable de pousser l'arrière-main un tour complet des épaules. C'est dur de corriger si la correction n'est pas déjà été mise en place. Donc, il y a déjà un préalable à la désensibilisation. Je peux reculer, je peux capter l'attention du cheval, de moment qu'il fait face et il regarde moi, il est moins pris par l'environnement, mais moi, j'ai le contrôle sur ses pieds. Si l'environnement a le contrôle sur son attention, c'est parce que moi, je n'ai pas le contrôle sur ses pieds. Si moi, j'ai le contrôle sur ses pieds, l'environnement ne peut pas prendre son attention. Et à partir de ça, je peux éduquer en descente de l'encolure et je peux aussi éduquer le cheval de flex latéralement à gauche et à droite pour que, pendant que je fais l'anti-mouche, j'ai toujours la tête un peu vers moi, qui va rendre le fait de cabrer un petit peu plus compliqué parce que je peux plus facilement pousser l'arrière-main. C'est une absence de contrôle sur ses pieds, c'est souvent le problématique. Un autre truc que je pouvais faire si j'étais très éduqué dans l'éducation animale, c'est un truc qui s'appelle contre-conditionnement. J'éduque le cheval avec la pression sur le licol de descendre la tête. Donc,
Légère pression sur le licol. Maintenant, descends la tête avec quelques grammes. Prêt? Maintenant, je vais faire l'anti-mouche. J'ai déjà fait avec autre chose. Évidemment, on ne peut pas démarrer avec le problème. Quand tu vois une situation de résolution problème et la personne qui va résoudre le problème démarre avec le problème, change la personne. Parce que le problème n'est jamais le problème. Le problème, c'est la conséquence d'une absence d'éducation. Quand tu as un problème, la personne, si c'est un vrai éducateur animal, il va démarrer avec le préalable. Ça veut dire des prérequis, des choses qu'il faut voir avant pour qu'il peut résoudre le problème ou que, s'il est très doué, pour que le problème ne s'exprime pas. Mais si tu es dans une situation de résolution problème et la personne démarre avec le problème, change la personne. Hop, je pense que, problème chargement dans le vent, pas amener le vent ici. À ce moment-là, il dit, non, je préfère pas, je vais essayer avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a tellement de choses à vérifier pour que le chargement dans le vent, ça va être plus simple. J'aimais dans un stage, je vais faire le chargement dans le vent le premier matin. Je mets tout en place et après, je fais le chargement dans le vent. Mais bizarrement, monsieur m'a pris 2 heures pour charger pour bien ici. Et vous avez fait en 10 minutes. Ah non, je fais en 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on travaille sur ça. Maintenant que tout le préalable, les prérequis sont en place, le chargement dans le vent n'est pas compliqué. Mais sans avoir de préalable, sans avoir de prérequis, personne ne peut arriver sans avoir une bagarre. C'est quoi la problématique d'un bagarre? La problématique, c'est le risque associatif, que le cheval va associer les situations à la drame. Imagine qu'on est en train de faire l'anti-mouche, le cheval, il est debout et tout ça. Est-ce qu'il veut dire, anti-mouche, c'est trop cool, j'adore. Ou si je commençais plus loin et je fais et je donne un bonbon et j'arrête et je vais et je donne un bonbon. Ça aussi, est-ce que je donne un bonbon comme ça parce que je les ai achetés au salon du cheval ou est-ce que je donne le bonbon avec précision? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde. Est-ce que je donne le bonbon avec précision? Est-ce que j'éduque le cheval immobile, tête avant, statue, bonbon? J'aimais pendant que tu réclames. Donc, si ce n'est pas donné avec précision, si on ne sait pas utiliser un renforcement positif, peut-être on ne devrait pas. L'utilisation de le renforcement positif, c'est une éducation. Pour l'homme doit être éduqué. Comment éduquer le cheval? Arrête, patienter, statue, rester droite, ne réclame pas, merci, tu peux l'avoir. Et après, si j'utilise un clicker, si j'utilise un autre code, pas importe. Mais l'important, c'est de savoir comment les utiliser. Moi, j'ai passé les années avec des carottes et des bonbons sans savoir comment les utiliser. J'étais persuadé que c'était la merde, le renforcement positif. Ah non, il faut pas donner les carottes parce que le cheval, il devient hyper envahissant. Non, si tu donnes ça mal, il devient très envahissant, mais c'est pas la faute de la carotte, c'est la faute de la personne qui a donné la carotte, qui n'a pas fait ça avec précision. Toute éducation animale doit être faite avec précision, parce que si ce n'est pas fait avec précision, si on n'est pas un vrai éducateur animal, on va avoir des problèmes dans l'éducation de notre animal. Tu ne veux pas trouver quelqu'un dans un zoo en train de travailler avec un lion sans que la personne est très formée dans l'éducation animale. Sinon, cette personne devient un repas, mais pas un éducateur. Donc, fais attention aussi, on pouvait faire un contre-conditionnement. Ça veut dire que je fais l'anti-mouche, je descends la tête, j'arrête l'anti-mouche. Je fais l'anti-mouche, je descends la tête, j'arrête l'anti-mouche. Et dans une période de temps relativement rapide, 15-20 minutes, je fais l'anti-mouche, le cheval descend la tête, j'enlève l'anti-mouche. Et donc, je contre-conditionne le cabré avec un comportement inversé. Ça veut dire, je vais feu, j'éduque le cheval de descendre la tête, j'enlève le feu. Si lui, il pense que la bonne solution, c'est debout pour l'arrêter, et c'est pour ça qu'il le fait, d'ailleurs. S'il se pointe, c'est parce que ça marche. Quand vous avez un problème avec un cheval, écoutez bien, il faut prendre des notes parce que je ne vais pas passer chaque soirée d'éduquer le planète sur l'éducation animale et répéter pour le fun. Donc, écris bien. Si vous avez un problème avec un cheval, pose la question suivante. Pourquoi il fait ça? Et la réponse, attends, je vais regarder dans mon ballon cristal. Ah oui, j'ai trouvé la réponse. Parce que ça marche. Pourquoi il fait ça? Parce que ça marche. Pourquoi il s'est mis debout? Parce que l'anti-mouche s'arrête. Pourquoi quand il est coincé entre main et jambe, il s'est mis debout? Parce que la pression de main et jambe s'arrête. Pourquoi quand je serre le sangle, il mord? Parce que tu arrêtes de serrer le sangle. Pourquoi quand j'essaie de prendre le galop, il ouvre le cul? Parce que ça s'enlève tes jambes.
Pourquoi, quand je tourne les reins, il bat avec sa tête? Parce que ça enlève la pression dans sa bouche. Mais énormément de problèmes sont des solutions. Je répète ce que je viens de dire. Énormément de problèmes sont des solutions. Il fait ça parce que ça fonctionne. Pourquoi le cheval bouge avec l'anti-mouche? Parce que ça marche. Pourquoi il y a une multitude de problématiques. Parce que ça marche. Ça marche, ça veut dire que il y a une amélioration de la situation pour le cheval, que sa situation s'améliorerait ou qu'il profite. Ou ça lui profite ou ça lui profite pas. Fais attention que tout le bon comportement lui profite immédiatement. Et de mauvais comportements, il n'y a que toi qui juges le comportement bien et mauvais, parce que pour lui, c'est juste un comportement. C'est ni bien ni mauvais, c'est efficace ou pas, ça marche ou pas. Si ça marche, il le refait. Donc, pour nous, il y a des bons comportements, des mauvais comportements. Pour le cheval, il y a juste des comportements qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Mais s'il teste un comportement et ça fonctionne, il refait. Donc, juste être sûr que vous n'êtes pas en train de conditionner de mauvaises réponses. Et continuer, et quand il ne bouge pas, des erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'on éduque le cheval de bouger parce qu'on n'était pas attentif. Donc, on fait feu, il bouge, on arrête. On fait feu, il bouge, donc on arrête. Maintenant, il est appris à bouger et après, on se fâche parce qu'il a bougé. Le problématique, c'est que le cheval va faire une association aversive à la situation. Le cheval fait des associations avec tout le monde sensoriel et va mettre les associations dans deux paniers, attractives ou aversives. J'aime ou j'aime pas. Le vent, attractif ou aversif. L'homme, attractif ou aversif. L'obstacle, attractif ou aversif. Il s'arrête face à un obstacle, tu pètes sa gueule un peu, il ne veut pas dire obstacle attractif. Tu essaies de mettre le cheval dans le vent, tu mets un colbert, tu tires un petit peu, tu fouettes le cheval un petit peu avec un badine, le cheval ne veut pas dire ah, là, le vent, c'est attractif. Tu travailles ailleurs, tu vas dans le vent, tu manges un carotte, il dit le vent, c'est très attractif. Le cheval devrait limite amener, limite envie de petite précipitation pour aller dans le vent. Mais il y a beaucoup de chevaux avec beaucoup d'hésitation, mais pas beaucoup de précipitation. Donc, s'il ne précipite pas pour aller dans le vent, c'est pas assez attractif. Comment rendre votre objectif attractif pour le cheval? Comment rendre l'anti-mouche attractif? Crac, bonbons, feu, quand il bouge, la situation se dégrade. Quand il arrête, la situation s'améliorerait. Et quand il ne bouge pas, là, la problématique, c'est que parfois, les gens disent, ah, quand il ne bouge pas, je vais profiter. Ce n'est pas à vous de profiter, c'est à lui. Tu prends le pied d'un cheval, il résiste, il arrête de résister. Il faut que tu profites maintenant pour mettre le fer, non? Non. Il faut que tu remettes le pied par terre. Ah, ben, c'est sympa. On dit, mais comment tu veux que je mette en fer avec son pied par terre? Ah, plus tard. Mais pour l'instant, fais en sorte que le cheval profite. Je veux monter le cheval. Il bouge, il arrête de bouger. Là, c'est le moment pour monter, non? Non, c'est le moment de ne pas monter. Descendre, enlève le pied de l'étrier, caresse le cheval. Fais en sorte que votre objectif devienne son objectif, mais il faut que ça marche pour lui. Après, quand il a appris que la bonne solution ne bouge pas, vous pouvez monter le cheval. J'espère que certains d'entre vous sont en train d'avoir des petits déclics. Toutes ces choses-là, je peux montrer ou par vidéo ou par d'autres moyens. Ça, c'est un petit peu l'objectif dans tout ce qu'on fait dans cet énorme Horseman's Club, c'est de dire, OK, je vais prendre un cheval et je vais expliquer le montoir et comment éduquer le cheval de ne pas bouger. Je vais prendre un cheval dans un stage, il y a toujours un qui aime bien pas l'anti-mouche. Comment faire en sorte qu'il aime l'anti-mouche et qu'il ne bouge plus? Comment éduquer le cheval de rester immobile? Donc ça, c'est toutes les vidéos qu'on fait pour éduquer les gens. Le plus important, c'est de comprendre que est-ce que c'est moi qui provoque le problème? Probablement oui. Est-ce que c'est moi qui aggrave le problème? Souvent. Et est-ce que le cheval fait une mauvaise association à la situation cause de le fait que je fais les erreurs de compréhension? Souvent également. Donc, très important d'avoir un bon timing. Le moment où vous arrêtez l'action est plus important que l'anti-mouche, plus important que de le faire. Fait progressivement et pas modelage. Modelage, ça veut dire trouver un point de départ, augmenter les difficultés progressivement et frôler sans dépasser le seuil de tolérance. Faire en sorte que le cheval fait une association attractive à l'anti-mouche. Un éclaboussure n'est pas le fin du monde particulièrement bientôt en été, et c'est là où on va mettre plus en plus d'anti-mouche. La saison arrive et ça peut être quelque chose d'agréable, refroidissant, associé avec un gratin bonbon.
tu peux rapidement avoir le cheval qui dit, ah, cool, j'aime bien l'anti-mouche, c'est quelque chose d'attractif. Mais ce n'est pas, c'est comme tout autre soin. Ce n'est pas en mettant un tonnet avec quelqu'un qui fait, hey! Et on agresse le cheval. Ça ne rend pas le soin attractif. Ça, c'est rendre les choses aversives et ça va dégrader. Quand il y a un problème, essayez de rendre le problème, l'obstacle, le soin, le vent attractif. Plein d'autres problématiques. On va parler, on revient sur toutes ces problématiques-là un petit peu après. Et Nadia va faire référence à tel et tel problème par rapport à tel ou tel problème, telle ou telle question par rapport à tel et tel problème. Cette image-là, c'est presque la pire chose qu'on peut voir. Si tu cherches un truc pour me faire pleurer, c'est probablement cette image-là. Le cheval inversé, tête dans l'air, en train de résister, qui ne comprend rien, le deux mains en train de tirer, le cheval en train de tirer. Belle phrase, il faut être deux pour tirer. Voilà, les deux tirent bien. La probabilité que ça va bien bientôt, quelque part entre rien et zéro. Donc, c'est quoi le problème? Le problématique, il y a un paquet dans le photo, mais surtout, la personne va probablement penser que si je tire plus fort, peut-être le cheval va se mettre en place. Je vais changer l'embouchure parce que c'est sans doute ça. Je vais aller faire un petit peu de beat fitting et tout ça. C'est ça qui va poser le problème. Et je vais essayer de maintenir le cheval en place. Et quand il est en place, je vais essayer de faire en sorte que je le tiens en place. Toutes ces choses-là ne vont absolument pas marcher. Le plus que tu tires, le plus que le cheval résiste, devient défensif et probablement trouver une solution. Probablement pas une solution que tu aimes parce que dans une image comme ça, la suite, c'est que le cheval dise, OK, mon association avec la situation, c'est tellement aversif, j'ai une pression buccale, je ne comprends rien, j'ai des douleurs de partout, j'ai un bipède sur mon dos qui tire sur ma bouche. Si je dépose cette bipède, est-ce que ma situation s'améliorerait? Réponse à la question, oui. Donc, la question, pourquoi mon cheval me fout pas à terre? Parce que ça marche. Ça s'enlève le problème. Et le problème, c'est souvent la personne en train de tirer, pousser sur le cheval. L'embouchure, d'augmenter la douleur, ne va pas augmenter la clarté. On peut tout à fait avoir un cheval en place avec quelques grammes, mais ce n'est pas avec la force que ça va le faire, ou surtout pas avec les embouchures plus sévères. Et quand le cheval est en place, il ne faut pas maintenir le cheval de rester en place, il faut éduquer le cheval de se rester en place. Il faut pas maintenir le cheval en place. Il faut éduquer le cheval de maintenir sa place. C'est pas pareil. Il faut pas maintenir un cheval dans une allure. Il faut éduquer le cheval de maintenir son allure. Même à la longe, il faut pas maintenir le cheval au trot. Trottez, trottez, trottez. Là, le cheval va dire, OK, bon, ça, c'est chiant. Et si je fais boum, 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 le boulot s'arrête, donc ça marche très bien. Le problème, la bonne solution était trop inconfortable, donc il veut trouver un autre. Donc, éduquer le cheval de maintenir ces différentes réponses. On va parler de ça après. On peut, avec n'importe lequel artifice, même à l'école, mettre 2 grammes dans la main et éduquer un cheval de se positionner. Il faut avoir déjà le contrôle sur ses pieds. Avant de chercher de mettre le cheval en place, est-ce que vous avez un très bon go et un très bon wow? Si vous ne pouvez pas arrêter ses pieds en moins que 3 foulées, vous n'êtes pas prêt à mettre le cheval en place. C'est pas la peine de changer l'attitude du cheval, l'attitude physique, sur une absence de contrôle. Parce que de rendre le cheval plus rond et plus puissant quand vous n'avez pas le contrôle, c'est pas un bon plan. Donc, il y a direction, est capable de contrôler ses pieds à gauche et droite, contrôle les antérieurs, contrôle des postérieurs, capable d'avancer, capable de reculer, 4 mouvements de base. Ça, c'est ABC. Donc, avancer, reculer, hanche et épaule. Si je n'ai pas le contrôle de ces 4 choses-là, pas prêt à avancer. Après ça, il y a direction. Est-ce que je peux guider le cheval dans le couloir des reins, le couloir des jambes? Est-ce que j'ai impulsion? Est-ce que j'ai un très bon accélérateur, un très bon frein? Et après, je peux ajouter la flexion. Et si je ne peux pas arrêter ses pieds vite, c'est pas la peine de tirer sur sa bouche pour le mettre en place. Vous allez effacer le frein encore plus. Et après dire, il m'embarquait. Non, il n'y a juste pas de frein. Donc, avoir le contrôle sur ses pieds avant d'avoir le contrôle sur son corps, résiste quand il résiste, mais cède quand il cède. Mes mains sont le béton s'il résiste, le beurre quand il cède. Lever et glisser, tendre les rênes. Tu peux essayer un petit peu à gauche et à droite. Et l'instant qu'ils mettent le chanfrein vertical vers le vertical, même un petit peu vertical, même s'il cède 1 centimètre,
relâcher des rênes avec une vitesse comme s'il vient de prendre feu. Mettre la pression lentement, la main qui ferme lentement et qui s'ouvre très rapidement. Mais céder, c'est un apprentissage. Résister, c'est une réponse naturelle. Céder, c'est un apprentissage. Mettre un licol sur un poulain, on tourne le licol, la majorité des poulains, 99%, ne veut pas attendre en arrière. Donc, il faut éduquer le poulain, aider un maximum, peut-être à longe derrière son petite fesse et aider le poulain à comprendre que pression de licol veut dire avance sabot. Mais résister, c'est naturel parce que c'est un herbivore. Céder, c'est appris. Et si tu n'éduques pas le céder, il ne va pas s'inventer tout seul. Tendre les rênes. Vous avez déjà une flexion latérale à gauche et à droite, j'espère, parce que si vous n'avez pas fait de préalable et les prérequis, le vertical ne va pas marcher. Si vous n'avez pas le latéral, flexion latérale à gauche, flexion latérale à droite avec immobilité, ne cherche pas le vertical, parce que si la gauche et la droite ne cèdent pas, c'est peu probable que le 2 va céder en même temps. Je peux céder à droite, je peux céder à gauche. Maintenant, je peux faire un petit peu à gauche, à droite, et quand ils se mettent en place, je relâche très vite. Je tourne les rênes. Je cherche qu'ils cèdent. Le main devient le béton s'il résiste. Mais quand il cède, je relâche très vite. Et bientôt, je fais juste à peine lever des deux rênes. Et boum, il est en place. Ça prend 15 minutes. Ce n'est prendre pas un bac plus 10 et toute la compréhension au monde de la mise en main. Bien sûr, plus tard, on peut aller chercher l'impulsion et tout ça. Mais déjà, aucune résistance. Ni au sol, ni montée. La résistance, c'est pas l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un, c'est le fuite, parce que ça, c'est très dangereux. Le fuite et la défense. Mais la résistance, c'est le troisième. Et il est inacceptable et on peut pas travailler avec. Donc, ennemi numéro un, le fuite. Ça, c'est dangereux. Donc, on efface ça. Le fuite. La deuxième chose dangereuse, c'est la défense. Tout ce qui est coup de pied, tout ça. Mais c'est l'absence de contrôle sur ses pieds. Donc, on met en place une bonne éducation pour pas avoir ces problèmes. Et après, c'est la résistance. Que chaque fois qu'il y a une pression, même fermer le bas de queue derrière sa fesse dans le vent, que l'instant qu'il y a une légère pression, le cheval cède. Et partout, et tout le temps. Il cède, il donne les jambes, il cède, il reste entre les jambes, il reste entre les deux rênes. Et partout où il y a une pression, même céder la pression d'un bas-flanc, tout ce que vous pouvez imaginer. Quand il y a une pression, céder au lieu de résister. Et le mise en main, le bouche, c'est pareil. Tendre les rênes, augmente la pression. Quand il cède, résiste vite, relâche vite. Lever, tendre, résister, céder. Et bientôt, vous n'avez pas besoin de résister, il va avoir 2 grammes. Juste par rapport de ça, par rapport de cette flexion latérale, si vous ne pouvez pas avoir et maintenir ça au pas au trop, surtout avec les rênes entre la pince et l'index, c'est pas assez léger. Donc, le cheval va être inconfortable. Si ça devient inconfortable, la probabilité, c'est qu'il va défendre un moment ou s'éteindre. S'il s'éteint, la résignation, c'est pas trop. S'il défend, c'est dangereux. Mais si vous pouvez pas mettre le cheval en place avec les rênes entre le pouce et l'index, ce n'est pas assez léger. Tous les chevaux de toutes les races, de toutes les disciplines, de toute la planète peuvent être légers. Je parle pas d'en train de galoper vers un triple et là, je vais faire comme ça. Non. Mais au pas au seul plat, tous les chevaux de toutes les races, de toutes les disciplines, de toute la planète, même à moitié zèbre, on devrait être capable de tendre les rênes et avoir le cheval qui cède. Parce que c'est un apprentissage. Ce n'est pas céder à la pression, c'est savoir comment l'enlever. Réfléchissez bien sur ce que je fais. Le cheval n'est pas du tout intéressé par céder à la pression. Tous les gens qui inventent les embouchures pensent ça, qu'on va inventer une embouchure qui fait qu'il cède à la pression. Le cheval n'est pas intéressé par céder à la pression, il est intéressé par savoir comment l'enlever. Une aide n'est pas une aide. Une aide, c'est une gêne. L'intérêt pour le cheval, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que le gêne s'arrête. Ou la bonne solution ou la mauvaise solution. Lui, il s'en fout, il ne sait pas la différence. Il trouve, il y a un problème, c'est une pression. C'est la pression de 2 rênes, la pression de 2 jambes, la pression de l'anti-mouche. Toutes ces choses-là sont des pressions aversives. Il veut juste savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête. Donc, le clé, agir, résister, céder. Le clé de le céder avec la flexion verticale, c'est votre céder. Agir, résister et quand il cède, relâcher, céder. Mais le clé, c'est pas la pression qu'on met, c'est le moment qu'on l'enlève. Comment faire pour que le cheval fasse la différence entre le stop et la flexion verticale?
Comment faire en sorte que le cheval fait la différence entre le stop et la flexion verticale? Bonne question. Question comme ça, on va finir tard. Mais c'est une très bonne question et il y a beaucoup de chevaux qui n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des humains qui n'arrivent pas à expliquer. Donc, je vais essayer d'expliquer. Il y a le bouton pour go. Donc, pression de jambe, avance bassin, personnellement, hein, parce que des boutons, limite, c'est pas très important. Tu peux conditionner tout ce que tu veux. Je pouvais éduquer le cheval de s'arrêter quand je vais. Et je pouvais éduquer le cheval de faire un départ au galop quand je dis wow. C'est pas important. Mais, restons très équitation. Personnellement, j'avance le boucle de ceinture, limite comme si je vais amener la chaise un petit peu en avant, sans pencher en avant avec le haut de corps, pousse le boucle de ceinture en avant, serre la jambe, pas de coup de pied. Parce que le coup de pied, c'est fait on-off, on-off. C'est pas quelque chose de gérable pour le cheval. Quand on parle de gérable, chaque pression imposée sur l'animal devrait être capable de l'enlever. Donc, le coup de pied, c'est pas très clair. C'est une pression qui augmente, poil, peau, muscle, os, et parfois tape les cuisses ou tape avec un badine. Et l'instant qu'il avance, enlève tout. Et après, refaire jusqu'il apprend d'avancer, après apprendre de maintenir le trot. Et après, bien sûr, il faut mettre en place un stop. Donc, bloque le bassin. Personnellement, je pousse le boucle de ceinture en arrière, sans bouger le haut de corps, préférablement. Et en western, c'est différent. Donc, c'est pas important, mais je vais rester très classique. Bloque l'assiette. Personnellement, quand je bloque l'assiette, je ferme mes cuisses un peu. Comme ça évite cette introversion-rétroversion, c'est suivi de bassin. Je serre les cuisses et après, avec les deux rênes, j'arrête le cheval. Donc, serre les cuisses et stop avec les deux rênes, exactement comme la flexion. Mais au début, je vais contrôler ses pieds. Et je vais continuer avec ça jusqu'à ce que je peux arrêter le cheval plus avec l'assiette et moins avec la main. Donc, guider le cheval avec les jambes. N'utilise pas la main pour tourner, utilise la main s'il ne tourne pas. Je peux guider le cheval avec les jambes. Je peux arrêter le cheval avec l'assiette. Bloque l'assiette et tourne les rênes. Bloque l'assiette, tourne les rênes. On voit de très bons câblés de dressage avec deux petits gonds blancs. Ils arrivent à X au galop. Ils arrêtent à X et boum, ils s'arrêtent. Et les deux mains ne reculent pas. Comment il fait? Il fait mieux avec l'assiette pour faire moins avec la main. Donc, on peut arrêter le cheval plus avec l'assiette, mieux avec mon corps pour faire moins avec mes mains. Et comme ça, je peux réserver la main pour le sujet de flexion. Si je peux arrêter ses pieds mieux avec l'assiette et moins avec la main, je vais après avoir un très bon stop où je peux arrêter ses pieds à chaque moment, à tout moment, aux 3 allures, en moins que 4 foulées. Quand je peux faire ça, je vais tendre les rênes. Le cheval va dire, oh, c'est peut-être le stop, mais je vais remettre les jambes un petit peu. Et prendre un petit moment un petit peu délicat pour lui d'expliquer que si je ne bloque pas de bassin, on n'arrête pas de pied. Et après, le main, parce que le frein va être plus avec l'assiette et moins avec la main, la flexion va être prise par la main. Mais pour que cette flexion soit de bonne qualité, il faut que ça ne change pas le cadence ou le rythme dans ses pieds. Il y a trop. 1, 2, 1, 2. Je tourne les rênes, il reste 1, 2, 1, 2. Je romps le contact, je relâche les deux rênes, aucune accélération. Si le cheval accélère quand tu relâches les rênes, vous êtes dans le fuite freinée. Vous allez finir comme cette image précédente, là, et ça va pas aller. Ça c'est au plus belle. Ça va être ou cavalier blessé ou cheval jeté. Quelque chose va mal se passer. Donc, il est impératif que je peux arrêter ses pieds au moins que 4 foulées, plus avec l'assiette, moins avec la main. Que je peux tourner mieux avec mon corps, mieux avec mes jambes et moins avec la main. Et après, quand je tourne le rêne, qui cède. Et au début, je vais être obligé d'aider le cheval à comprendre, maintenir. Et le stop, c'est plus avec l'assiette et moins avec la main. Comme ça, le main, comment le cheval dissocie, pour retourner à la question, comment le cheval dissocie la main qui dit wow et la main qui dit flexion, il faut avoir un aide qui aide le cheval à dissocier les deux. C'est quoi cette aide? Eux qui sont connectés. C'est quoi l'aide qui aide le cheval à séparer ou dissocier entre la main qui dit wow et la main qui dit flexion? C'est trop dur comme question? Non. Non, ça va. C'est quoi l'aide qui aide le cheval à dissocier entre la main qui dit Une bonne flexion réponse.
Deux bonnes réponses. Trois bonnes réponses. Ouais. Et parmi, Ah, et parmi des réponses, il y a quelques-uns qui disent jambes. oui. Non. Le maintien des jambes. Ah, non, 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 on ne maintient pas les jambes. Ah, non, non, non. Si tu veux détruire ton cheval, je te donne une recette. Tirer et pousser. Là, tu peux pas faire mieux. Mais deux aides contradictoires et conflictuelles. Comme si tu pouvais dire à un chien, go, wow, go, wow, wow, go, go, wow, wow, go, go, go. Je comprends rien. Oui, mais avec le chevaux, on fait ça toujours. Go, go, wow, go, wow, go, go, wow, go, wow, wow, go, 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 wow, wow, wow. Le cheval veut dire, attends, je comprends rien. Tu veux que je go ou tu veux que je wow? Il peut pas faire les deux. Donc, et bonne surprise, vous allez perdre entre les deux. Probablement le frein. Vous allez perdre quelque chose. Tu peux pas avoir l'accélérateur et le frein en même temps et penser que le cheval va comprendre quoi que ce soit. Donc, no, no, no et triple no pour les jambes. On ne maintient pas le cheval en avant quand on tourne les jambes. On éduque le cheval de se maintien en avant. Comment éduquer un cheval de maintenir son allure? Laisser faire l'erreur et corriger. Je tourne les rênes, je prends et je rentre. Si je rentre, il accélère, je remets dans la boîte et je relâche. Je laisse faire l'erreur et je corrige. Et je laisse faire l'erreur et corriger. Il faut qu'il maintienne le même rythme et la cadence. Mais quand je tourne des rênes, s'il ralentit, je remets en avant, mais j'enlève les jambes tout de suite. Donc, l'aide qui aide le cheval à dissocier le main qui dit wow et le main qui dit flexion, c'est l'assiette. On devrait être capable de bloquer l'assiette et arrêter ses pieds en moins que 4 foulées. Vous ne pouvez pas faire un stop avec vos jambes. Donc, et vous ne pouvez pas rester dépendant sur le stop avec vos mains. Il faut arrêter ses pieds, pas sa bouche. J'ai jamais été embarqué par une bouche. Il faut que je contrôle ses pieds. Donc, arrête l'assiette, bloque l'assiette, arrête avec les mains, jusqu'à l'assiette devient le frein. Et après, on peut faire prendre des rondes avec les deux rênes sans que le cheval ralentisse ni accélérer. C'est juste un changement d'attitude. Trotte, rêne long, prendre en place et relâche. Peut-être un changement d'amplitude, mais pas un changement de vitesse ou d'impulsion. Donc, l'aide qui aide le cheval à séparer, dissocier deux aides qui sont très similaires, le main qui dit stop et le main qui dit flexion, il faut, chaque fois qu'il y a deux aides très similaires, il faut avoir quelque chose qui aide le cheval à dissocier les deux. Et l'aide qui aide le cheval à dissocier deux codes qui sont trop proches, en place, flexion et aussi stop, c'est l'assiette. Le problématique, c'est qu'on ne pense pas à éducation animale dans l'équitation. Donc, on pense que on tire la bouche pour arrêter, on tire sur sa bouche pour qu'il se mette en place, on tire sur sa bouche pour tourner aussi. Parfois, j'ai juste mes rênes avant que j'accélère et parfois, je tire sur mes rênes pour ralentir. Tout ça, c'est juste une bordel monstrueux que le cheval ne peut pas comprendre. Chaque aide doit être séparée et séparable. Chaque aide doit être individuellement isolée, séparée, expliquée, assimilée avant qu'il soit récombiné avec d'autres. Et si on ne fait pas comme ça, on va avoir beaucoup, beaucoup de chevaux avec beaucoup, beaucoup de confusion. Alors, regarde là où on est. Beaucoup, beaucoup de chevaux avec beaucoup, beaucoup de confusion. Même dans un webinaire, c'est ce soir, comme ce soir. Si je dis on va faire une soirée sur résolution de problèmes, on va avoir du monde. Si je fais une soirée sur bien éduquer votre cheval, il y a moins de monde. Tout le monde a envie d'aller au paradis, mais personne n'a envie de mourir. Il y a énormément de boulot pour apprendre à éduquer un animal, soit un chien, soit un cheval. Mais si tu veux avoir un plaisir avec l'animal, c'est mieux qu'il soit éduqué. Mais il faut savoir comment faire. Là, on parle même pas ce soir d'équitation éthologique. On va parler d'éducation équine. Comment éduquer un cheval. Mais la première chose dans l'éducation équine, c'est l'éducation humaine. Éduquer les humains, comment éduquer les chevaux. Et donc, une des choses qui est absolument totalement nécessaire par rapport à toute science dans l'éducation, et il y a beaucoup de sciences dans d'autres pays par rapport à l'éducation cheval, c'est pas trop ici. Ici, on est des techniciens. Mais dans d'autres pays, l'équitation est très scientifique. C'est basé sur la science de l'éducation animale. Et aussi des techniques équestres, bien sûr. Mais au lieu de devenir un technicien, devient un éducateur animal. Ça, c'est le meilleur début. Et après, on peut ajouter les techniques. Donc,
Comment le cheval apprend de céder? Je pose des questions. Comment un cheval apprend de s'arrêter? Par le relâchement bilatéral de deux rênes. OK? Comment un cheval apprend de céder? Je pouvais utiliser n'importe laquelle réponse. Comment le cheval apprend une session à la jambe? Par l'enlèvement de la jambe. Comment le cheval apprend d'avancer? Par l'enlèvement de deux jambes. Comment le cheval apprend de s'arrêter? Par l'enlèvement de la pression de deux rênes. Bien sûr, cette stop avec deux rênes va être remplacé par l'assiette. Maintenant, on bloque l'assiette, arrête le cheval. Et le mât, il est juste là. C'est une très belle phrase pour essayer de garder en tête. N'utilise pas le mât pour tourner le cheval, utilise le mât s'il ne tourne pas. Utilise votre corps d'abord et le mât après pour faire mieux avec le corps, pour faire moins avec le mât. N'utilise pas le mât pour arrêter le cheval, utilise le mât s'il n'arrête pas. Comme ça, on peut bloquer l'assiette et après arrêter le cheval. Et avec ça, après, vous pouvez avoir des très belles trous avec le cheval en avance, mais vous n'êtes pas en train de maintenir le cheval en avant. Si en France, c'était un gars qui s'appelle Boucher qui a dit main sans jambe, jambe sans main. C'est pas moi. C'est certainement pas à ce siècle-là. Donc, plus tard, il y avait un autre éducateur, un autre cavalier allemand qui a dit que chaque action de main devrait être accompagnée par les jambes. Et c'est là où démarrait le tir poussé. Et c'est aussi là où démarrait beaucoup de chevaux avec beaucoup de défense, beaucoup de peur, beaucoup de stress et beaucoup de problèmes. Non, restez sur le vieux, restez avec main sans jambe, jambe sans main. Quand on utilise la main, on ne pousse pas le cheval en avant avec les jambes. Ça, par rapport à la statistique de gaspillage et le nombre de chevaux qui entrent en difficulté, c'est probablement un des plus grandes causes. C'est main et jambes en même temps. Si tu veux rendre un cheval malheureux, tu peux pas mieux faire que ça. Et quand est-ce que je peux garder le cheval en place? Quand il cède immédiatement, quand tu tournes des rênes avec quelques grammes. À partir de ça, vous pouvez maintenir le cheval plus longtemps, plus longtemps, plus longtemps. Et de temps en temps, tu veux dire, ah, j'ai gardé un petit peu trop longtemps, il commence à résister un petit peu, je cherche la bonne position pour arrêter, ou il veut devenir un petit peu lourd. Donc, je commence à désensibiliser un petit peu, j'ai peur de sensibilité, mais en général, progressivement, plus longtemps, et bientôt, vous pouvez garder ça assez longtemps. Probablement, quand je travaille un jeune cheval, il va avoir 80% de son travail, c'est des reins flottants. Et 20%, je vais prendre, c'est de rendre un petit peu en place, mais très peu. Progressivement, pendant son carrière, s'il va dans le sport, cette ratio va changer. Il va avoir 80% au moins dans ses épreuves en place et que 20% avec des reins flottants. Mais il faut arriver à ça progressivement. On ne peut pas juste démarrer avec deux rênes serrées. Le pire image que tu peux avoir, c'est deux rênes serrées et le chanfrein ouvert. Ça, c'est un cheval en tristesse totale. Ça, c'est un petit peu cruel. On peut pas dire que c'est cruel pas consciemment. La personne qui fait ça ne fait pas probablement adore son cheval. Mais on peut aussi être cruel par incompétence. Ça, c'est tout à fait faisable. Et très, très souvent, j'adore, mais je suis cruel quand même parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Et une fois de plus, le tête dans l'air, une très bonne dose de main et un cheval en souffrance totale. Donc, mon cheval galope trop vite. Qu'est-ce que je peux faire mal? Tirer sur deux rênes pour partir ou au galop ou accélérer. Donc, j'ajuste mes rênes, je tire et je vais plus vite. Limite, tu fais le stop et le go. Là, le cheval ne va pas trop comprendre pourquoi il y a le frein et l'accélérateur. Restez sur le frein pour dire ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quittez pas et essayez de garder le cheval avec vous. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que le plus que tu gardes le cheval avec vous, le plus que tu rends le cheval inconfortable avec vous. Si je dis à quelqu'un, viens, reste ici, reste ici, reste ici, reste ici, reste ici. Est-ce que son envie, c'est de rester ici? Oh, mais quand je relâche, elle est partie. Ben, le nombre de chevaux qui fait pareil. Relâche tes rênes, le cheval va partir. Donc, essayez pas de garder le cheval. Essayez de reprendre et relâcher, et reprendre et relâcher. Et faire en sorte que le cheval est confortable, inconfortable quand il va trop vite et confortable quand il reste. Mais n'essayez de pas maintenir le cheval dans une allure, ni en avant, ni en arrière. Si tu restes sur le frein, vous allez faire quoi? Perdre le frein. Tu peux pas
conduire votre voiture de jusqu'à Bordeaux, Paris ou je ne sais pas où, avec le pied sur l'accélérateur et le frein et pensez que vous allez conserver le frein ou l'accélérateur d'ailleurs. Vous allez perdre quelque chose, ou un, ou l'autre, ou le deux. Et arrêtez le cheval chaque fois que ça va pas. Chaque fois que le cheval commence à être un petit peu chaotique, j'ai peur, je ne sais pas. Ah là, tu as vu ce qu'il a fait? Il a essayé de me jeter, il est parti en saut de bouton. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai arrêté, hein. Super. Donc, qu'est-ce que lui, il pense? Eh ben, je sais pas. Oui, c'est ça le problème, en fait. Il est parti en saut de mouton, tu as tout arrêté. Donc, il pense que si je fais pouet, le travail s'arrête. Donc, apparemment, il faut que j'améliore ma technique pour faire le saut de mouton. Apparemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qui marche pour moi, au moins. Donc, je le fais ça. C'est pas contre vous, mais tout comportement peut être appris. Des bons comportements et de mauvais comportements, parce que le cheval ne sait pas parler d'eux. Donc, juste faire attention de ne pas arrêter chaque fois que ça ne va pas et surtout faire attention de ne pas profiter chaque fois que ça va bien. Laisse le cheval profiter. Comme ça, vous allez obtenir plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être capable déjà de galoper le cheval dans un rythme 1-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 au sol, dans un rond longe ou à la longe. Apprendre de mettre le cheval 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 au sol déjà. Parce que si déjà il a déjà fait que le galop, c'est une allure de fuite et il n'est pas appris que, en fait, le galop, c'est juste une allure, finalement, ça va pas s'améliorer quand vous êtes sur le dos. Donc, au sol, le cheval apprend que le galop, c'est juste une allure. Ce n'est pas une allure de fuite. Naturellement, chez le cheval, nature, je vais pas d'un cheval sauvage, dans son état de sauvage, il n'y a presque pas. Dans le monde, il y a quelques moustangs. Tout ça, c'est des animaux féraux introduits dans d'autres environnements. Le Przewalski peut-être, mais c'est très rare que des animaux galopent sans être dans un état de fuite. Donc, le galop, c'est une éducation. Pour éviter ça, souvent, on tient le cheval en arrière et ça se dégrade. Donc, éduquer le cheval de galoper 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 au sol. Mettre en place une aide précise pour le galop. Le galop, c'est pas juste accélérer jusqu'à tu galop. C'est une aide, une réponse. Ça veut dire marcher, ça veut dire trotter, ça peut être un peu dosé, mais ça veut dire galoper. Ça, c'est autre chose. Les aides changent pour que le cheval dise, OK, ça, c'est marcher, ça, de pression, enlèvement, trotter et galoper. Les aides se décalent un petit peu, jambe extérieure un petit peu en arrière, jambe antérieure à la centre. Ce n'est pas la même aide. Et faire en sorte d'expliquer la réponse de chacun de ces aides. Une aide, c'est un code. C'est que ça. Une aide, c'est un gène qui doit être enlevé au bon moment et ça devient, quand le cheval sait que pour enlever cette gène-là, je fais ça, cette aide devient un code. Ça, c'est le code pour obtenir le galop. C'est comme le langage corporel. C'est un code. Donc, être capable d'utiliser chaque geste comme un code pour obtenir une réponse. C'est comme avec les chiens, c'est des codes. Et là, l'autre jour, on est parti chez Elsa, une déformatrice, et je dis, mais c'est quoi ton code pour à gauche? C'est quoi le code pour à droite? C'est quoi le code pour s'asseoir? Et après, on ajoute. Et après, il y a plus loin, plus proche, plus lente, plus vite, il y a marche arrière, il y a plein de codes. Mais c'est quand même une aide, c'est un code. Ou sinon, c'est juste la manutention et la contention. Et dans ce cas-là, ça va pas le faire. À un moment ou à un autre, ça va se dégrader. Donc, on met en place, sachant comment éduquer cet animal. On a des experts dans l'éducation équine. On met en place des codes. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça veut dire accélérer, ça veut dire stop, ça veut dire tourner. Et après, tu peux aller loin. Ça veut dire marche espagnole, ça veut dire piaffe, ça veut dire autre chose. Mais déjà, rester sur les choses basiques. Parce que si tu peux pas arrêter en moins que 4 coulées, piaffe, c'est peut-être un petit peu pas nécessaire. Et être capable de marcher, trotter, rein long. Si vous êtes dans la fuite, freinez au pas ou au trot, vous n'êtes pas prêt à galoper. Ça va être dangereux. Donc, être capable de rompre le contact, donc comme c'est dans cette image-là, rompre le contact, avance la main sans que le cheval accélère et qui maintienne le même rythme et la même cadence. Être capable de relâcher des rênes
aux 3 allures sans accélération. Si vous ne pouvez pas relâcher des rênes sans accélération, vous êtes dans le fuite freinée, trouble is coming. Vous allez avoir des problèmes. C'est pas une question, c'est sûr et certain. Pas besoin de petit ballon cristal. C'est sûr et certain que si je peux pas rompre le contact sans que le cheval fuit, je suis dans une forme de fuite freinée. Le moins de problématiques environnementales, une vache, une boîte à lettres, un chien, un papier, un pigeon, et là, les choses vont dégrader très, très rapidement parce que la base n'est pas assez solide. Il faut que je peux rompre le contact. Il faut que je suis certain que mon mouvement en avant n'est pas le fuite freinée. Le balade, c'est stressant. Mon cheval se dépêche pour entrer à la maison. Donc, première chose, préparation. Est-ce que j'ai un bon accélérateur? Est-ce que j'ai un bon frein? Est-ce que j'ai éduqué le cheval? Est-ce que j'ai désensibilisé le cheval? Est-ce qu'il a peur de rien? Est-ce que je peux contrôler ses pieds avec précision? Est-ce que je peux contrôler la direction, l'impulsion, la flexion? Est-ce que je peux relâcher les rênes aux 3 allures sans accélération? Parce que si je ne passe pas liste de prérequis, trouble is coming. Il y a une liste de prérequis à être capable de passer avant de partir en balade. L'année dernière, au séminaire, chez nous, au mois de juin, cette année, c'est fin de mois de mai, 27, 28 mai, pendant le séminaire l'année dernière, parce que malheureusement, il y a un canicule, donc pas trop de spectateurs, donc je me dis, je vais être seul à la carrière, mais je peux partir dans le Spring Garden à côté et je fais en course la préparation pour aller en balade, un passage de prérequis. Est-ce que je peux, dans un pâture, marcher, trotter, relâcher le contact sans accélération? Est-ce que je peux arrêter ses pieds aux 3 allures vite? Est-ce que j'ai un très bon go? Quand je mets les jambes, est-ce qu'on part? Parce que sinon, quand il y a un flaque d'eau ou quelque chose, ça va pas le faire, ça va se bloquer. Et donc, s'il n'y a pas de préparation, il y a probablement pas mal de problèmes. Pousser le cheval vers le problème. Quand le cheval bloque par rapport à quelque chose, souvent, on va essayer de pousser pour qu'il va. Le cheval est en train de dire, je pense qu'il y a quelque chose de dangereux là-bas, je vois pas très clairement, mais j'ai pas envie d'aller, donc on entre dedans. Donc, on confirme ses croyances que peut-être il y a un problème là-bas, on rend la situation pire. Ou ce qu'on pouvait faire, par exemple, donc chaque carrière, chaque manège sur la planète entière, il y a le coin fantôme, le coin qui fait peur. Est-ce qu'il faut pousser le cheval dans le coin fantôme pour qu'il va dans ce coin-là et trouver que c'est mieux? Non, parce que le plus qu'il dit, vas-y, touche ton nez contre le piton. Mais je déteste les pitons. Vas-y, touche-le. Là, ça ne va pas augmenter la confiance. Par contre, travaille ailleurs, travaille, va vers ce coin-là, fais un pause. Retourne, travaille ailleurs, va vers le coin fantôme et fais un pause. Et dans 3 jours, et à la fin de la journée, descendre là-bas, enlève le sel là-bas. Le cheval va commencer à rouler là-bas et trouver que là-bas, c'est trop bien. Et soudainement, le coin fantôme est devenu le coin préféré. Le mortuaire est devenu le sanctuaire. Soudainement, le truc qui était la pire chose au monde est devenu le plus attirant. Mais si tu rentres dedans là-bas, il ne veut pas dire, ah ouais, j'aime beaucoup là-bas maintenant. Va ailleurs, travaille, utilise la psychologie un petit peu. Et arrêtez de faire une pause pour rassurer le cheval quand il est fait un peu. Pour occuper son esprit, occuper ses pieds. Mais c'est pas à chaque fois que le cheval dit, oups, j'arrête. Et là, je relâche toute la pression. Je dis, OK, t'arrêtes quand tu veux. Demi-tour aussi si tu veux, si ça te convient bien. Et après, il va t'amener à l'écurie. Donc, juste être sûr que tu gères ses pieds. Si les chevaux disent, il y a une vache là-bas. Je dis, oui, je sais. Mais je trouvais que c'était le moment idéal pour une petite épaule en dedans et bouger l'arrière-main par ici. Et juste passer tes épaules par là-bas. Mais attends, il y a une vache, oui, je sais. Bouge l'arrière-main par ici et les épaules par là. Et occuper le cheval un petit peu. Mais c'est pas le moment qu'il dit, il y a une vache là-bas, puis tu dis, ah oui, il y a une vache là-bas, c'est vrai, on arrête tout. Parce qu'il y a une vache là-bas. Occuper ses pieds pour occuper son esprit. Si le cheval est pris par l'environnement, demande le cheval de faire quelque chose. Quand j'étais petite, 11 ans, j'ai parti à l'école en pension. Et je me souviens encore, c'était horrible. J'étais avec maman et papa jusqu'à l'âge de 11 ans. Soudainement, je me suis trouvé de dormir dans un dortoir avec plein de garçons. Horrible. Pleurer, horrible. Et je me souviens, au-dessus de la porte, c'était marqué « Keep busy ». Ça veut dire « Occupez-vous, restez occupés. » La pire chose que tu peux faire, c'est de rester dans le dortoir en train de pleurer. La meilleure chose que tu peux faire, c'est d'aller jouer un match de rugby, jouer un petit peu de foot, faire un petit peu de cricket, faire un footing, faire quelque chose, mais rester occupé. Il y a des
kayaks, il y a des escalades, il y a tellement des activités. Allez, à fond. Et je me suis dit, mais c'est totalement ça. Au lieu de rester là et dire, il n'y a que des problèmes qu'il y a les méros, je dis, je vais rester occupé. J'ai même pas le temps. Tu as appelé tes parents? Ah non, j'ai oublié. Ah, c'est trop tard. Et donc, rester occupé pour ne pas trop laisser le cheval réfléchir sur, il y a une vache. Il y a une vache, c'est probablement un carnivore. J'ai déjà vu un vache comme ça manger 3 chevaux une fois. Donc, au lieu de rester là, occuper ses pieds pour occuper son esprit. Le cheval a peur de le grand écran. Il n'a pas besoin d'aller laisser le cheval analyser. Travaille ailleurs, pose près de l'écran. Travaille ailleurs, pose près de l'écran. Bientôt, l'écran devient très beau. Arrêtez de faire un... Donc, au lieu de... Quand il y a un problème, c'est pas le bon moment pour enlever toute question, toute demande et tout travail. Donc, surtout, démarrer avec une petite balade de 50 mètres. Juste va à côté et travaille le cheval dans un champ à côté. Est-ce que tout ce que j'ai mis en place sur la carrière marche dans un autre environnement? Si la réponse est non, restez là. Est-ce que tout ce que j'ai mis en place sur la carrière, est-ce que j'ai un très bon go? Est-ce que j'ai un très bon wow? Est-ce que je peux arrêter ses pieds vite? Est-ce que j'ai un vrai contrôle dans un bon environnement, dans le bon environnement? Est-ce que je peux amener ça dans un autre environnement? Si la réponse est non, continue dans cet environnement jusque vous pouvez faire ça à côté. Après, dans un autre pâture. Après, dans un autre lieu. Et progressivement, et quand je vais en balade, c'est pas juste laisser tomber l'éducation. L'éducation, ça n'arrête jamais. À tout moment et partout, je peux arrêter le pied, je peux accélérer le pied, je peux ralentir le pied, je peux changer la position de son corps. Mais à tout moment, on a le contrôle sur l'animal partout. Mais tu peux pas dire, dans la carrière, on fait les exercices, mais en balade, on va juste laisser le cheval dans le plaisir. Parce que le cheval va se connecter avec l'environnement. Le cheval peut se connecter à 2 choses, ou vous ou l'environnement. Si c'est l'environnement, vous allez avoir des problèmes. Si c'est avec vous, vous pouvez toujours être plus important que l'environnement. Mais déjà, apprendre comment gérer ses pieds. Nadia m'a amené un petit peu de chocolat suisse. Je vais faire stage en Suisse, tu vois bien. Oh, il est froid. Trop froid? Non, pas trop froid, c'est trop croustillant. Non, je ne vais pas dire que tu as laissé l'enlever. OK. Non, pas de ça. Non. C'est le chocolat noir 72, c'est bien pour la santé. Donc, chocolat suisse, c'est quelque chose. Donc, occuper ses pieds pour occuper son esprit, vérifier le go et le wow avant de partir, et pas juste dans la carrière, mais être sûr que ça marche partout et tout le temps. Et amener cette éducation partout. Éducation, c'est pas juste quand on est dans la salle d'apprentissage. C'est partout et tout le temps. On peut pas dire, quand il est dans la classe, il est bien éduqué, mais quand il quitte la classe, c'est une horreur. Non, l'éducation, c'est partout et tout le temps. Spécialement avec un animal de 600 kilos. On a encore devant nous un problème que j'aime parce que toute la psychologie de l'éducation animale se trouve dans ce problème. Mais, déjà parlé au début de régulièrement, on fait la soirée comme ça, une fois par mois. Donc, pendant 4 heures, 7 heures, jusqu'à 11 heures. Avec un replay accessible à vie. OK, minuit. OK, minuit par mois. Mais vous pouvez toujours regarder le lendemain, pas cette soirée-là. Parce que là, c'est un webinaire, c'est différent. Mais dans le Horseman's Club, une fois par mois, je m'assois devant le petit ordi chez moi, parce que moi, besoin de fibres, et je réponds aux questions. Et c'est vos questions à vous. Et donc, on répond aux questions par rapport à différentes problématiques. Et aussi, je vous amène dans une éducation du cheval et on voit est-ce qu'on peut diminuer le nombre de questions. Et ce que j'ai noté avec le Horseman's Club, qui est c'est un énorme plaisir pour moi, c'est que les types de questions ont changé. Le plus que les gens apprennent, le moins ils posent des questions chiantes. Ils commencent à poser de meilleures questions parce qu'au lieu d'être inconsciemment incompétent, ils commencent à être consciemment incompétents et disent j'arrive pas à améliorer ça. Mais c'est déjà bien, on est à la recherche. Donc, je peux aider avec ça. Donc, il y a une énorme communauté de gens qui s'appellent maintenant des clubbers. Il y a des steppers qui font une vraie formation structurée
pour améliorer la connaissance et l'éducation de leurs chevaux. Il y a aussi le clubbers, où c'est moins structuré comme formation, mais avec un moins masse d'informations. Et dans le Horseman's Club, il y a un paquet de modules comme chargement dans le vent, où je prends un cheval et je vais filmer un cheval. Je prends 5 ou 6 chevaux différents avec des problèmes et je vais filmer. Et vous pouvez cliquer sur chacun de ces différents chargements dans le vent pour voir est-ce qu'il y a un qui correspond un petit peu avec le mien. Toutes les semaines, j'ajoute une vidéo dans un de ces modules. Il y a des modules sur l'éducation poulain, le jeune chevaux, le débarrage, le problème-solution, le travail au sol, le travail en liberté, le travail monté, le travail vers les finesses, le travail de différentes disciplines. Il y a un paquet de modules et dans chaque module, il y a des vidéos. Et on peut regarder est-ce qu'il y a un qui correspond. Et toutes les semaines, je vais faire une petite annonce sur le groupe Clubbers Facebook. Votre vidéo cette semaine est maintenant disponible. Et cette semaine-là, c'est mon cheval bouge à la tâche, il gratte le sol, il est très impatient de quoi faire. Mon problème cette semaine, c'est le montoir. Mon problème cette semaine, c'est le chargement dans le vent. Et chaque semaine, je poste une nouvelle vidéo pour aider les gens à éduquer les chevaux. Principal, bien sûr, pour moi, c'est éduquer les gens pour qu'il y ait moins en moins de problèmes. Maintenant, il y a des centaines et des centaines de vidéos sur certaines plateformes. Et les gens payent ou un paiement annuel ou mensuel pour accéder à toutes ces vidéos pendant tout le long de l'année, plus le nouveau vidéo chaque semaine, plus les soirées questions-réponses. Donc, je vais attaquer le chargement dans le vent dans quelques instants. Mais pendant que ce n'est pas trop tard et vous êtes encore connectés, quand j'ai fait cette page la première fois, j'ai dit une bibliothèque de plus que 150 vidéos, mais là, ça fait presque un an, donc il va y avoir autour de 200 vidéos maintenant. Plus il y a une vidéo chaque semaine, c'est accessible, smartphone, comme ordinateur, comme tu veux, 24 sur 24. Et il y a 14 modules en total. Donc, il y a chargement dans le vent, changement de pied, il y a des choses qui vont assez haut niveau technique et en général, j'ai mis un niveau par rapport de la vidéo que je poste. Est-ce que c'est pour quelqu'un plus avancé? Est-ce que c'est moins avancé? Est-ce que c'est débutant? Et chaque mois, on passe une soirée ensemble. Plus, il y a d'autres avantages. Par exemple, tous les différents modules comme les essentiels, qui c'est vraiment le module best-seller chez nous, où on explique confiance, contrôle, connexion, direction, impulsion, flexion. Le module sur les essentiels et tous les autres modules, par exemple, il y a moins 50% si on est dans le Horseman's Club. Il y a aussi moins 50% sur les boutiques, l'école, l'ange, tous nos différents équipements. 15% sur des stages si on est sur un abonnement annuel et moins 30% sur des steps. Je disais, il y a clubbers et steppers. Le step, c'est de formation structurée. Le club, c'est masse d'informations. Donc, il y a beaucoup de gens qui essaient de piquer l'information sur YouTube et sur des vidéos qui sortent de temps en temps. C'est impossible de se former comme ça, comme si je voulais devenir docteur en regardant Doctissimo. Je vois à chaque fois que j'ai un petit bobo. Oh, oui. Non, arrête, tu n'as pas besoin de commencer. Je vais pas demander ton avis sur ça. C'est Nadia. J'ai mal à la tête. C'est celui qui a inventé Doctissimo. C'est peut-être un tumor. It's not a tumor. Et chaque fois que j'ai un bobo, je tape le bobo sur Doctissimo. Et c'est toujours un cancer. Ouais, normalement, je vais mourir dans peu de temps. Ça fait pas mal des années maintenant, une bonne banque d'aide, je devrais mourir vite. Et chaque fois, oui, voilà. J'ai telle maladie cette fois-là. J'ai un narine qui pique. Ah oui, d'accord. Cancer de narine, c'est sûr et certain. Ah, je vais devenir aveugle. C'est sûr. J'ai un petit peu mal la tête ici, c'est sans doute l'oreille qui est en train de mal fonctionner. Ah donc, on peut pas devenir docteur avec Doctissimo. Et on peut pas devenir homme de cheval avec YouTube. Je suis vraiment désolé. On peut pas devenir un éducateur animal en regardant quelques vidéos à gauche et à droite. Je ne connais aucun éducateur chien, cheval, dauphin, tout le milieu éducation animale que je peux penser, où la personne n'est pas été formée. Si on veut vraiment être informé, au lieu de chercher des vidéos sur Facebook, il y a cette Horseman's Club. Et aussi, il y a une journée le 26
mai cette année. L'après-midi, c'est l'après-midi pour des clubbers où je vais prendre certains chevaux compliqués qu'eux, ils ont vus peut-être pendant l'année et des poulains et tout ça. Et bien voir, on va voir le progrès de cette cheval. Aussi, si vous êtes parti sur le mensuel, il y a 7 jours d'essai. Mais aujourd'hui, par rapport à ça, parce que j'ai parlé un petit peu de cette best-seller, les essentiels, confiance, comment avoir un cheval pas peur, contrôle, comment avoir le contrôle sur ses pieds, connexion, comment avoir un cheval plus concentré sur vous, au sol et en selle, et moins prise par l'environnement, direction, comment guider le cheval, impulsion, comment avoir un très bon frein et un très bon accélérateur en toute situation, et flexion, comment tendre le rêne et avoir le cheval en place. Ça, c'est le module les essentiels. C'est un module qui a fait beaucoup de réussite. Beaucoup de gens qui sont formés avec ça au début, avant de demander d'aller plus loin. Cet module-là, je vous offre ce soir, si vous prenez, c'est le valeur, c'est le même. Donc, pour un abonnement, normalement, c'est presque 400 € pour un an de Horseman's Club. Ce soir, c'est 297 pour être précise. Et je vous offre les essentiels. Ça, c'est l'offre ce soir. Il y a un petit QR code. Vous pouvez tester, zapper. Dites-moi, Nadia vient de mettre le lien aussi. Tester le QR code, c'est quelque chose qu'on est juste en train de tester pour la première fois parce que on est méga innovatif et moderne. Et donc, on a 100 € de subscription annuelle de la Horseman's Club, plus le module Les Essentiels, qui est de la même valeur, 297. Ça, c'est gratuit. Et en plus, le séminaire, c'est cette année? C'est cette année, c'est vendredi 26 alors. Ouais. Vous avez une invitation et en plus, à partir de très rapidement, je vais commencer à passer mes soirées une fois par mois avec vous et vous allez avoir accès à une énorme vidéothèque. Si vous êtes intéressé d'entrer dans les steps et tout ça, c'est très conseillé d'aller dans le Horseman's Club pour avoir accès aux steps beaucoup moins cher. Et il y a de tels avantages sur le matériel et autre chose, surtout sur des stages et des steps en ligne. Donc, grande soirée cadeau pour vous qui ont décidé de s'inscrire ce soir et regarder cet webinaire-là. Et ça, cette offre-là, c'est disponible jusqu'à minuit. Yes. Donc, je préfère de dire ça maintenant avant que vous allez au lit et on va parler d'autres problèmes. Mais cette offre-là, et si vous avez de moins de questions sur comment je peux avoir le Horseman's Club en annuel ce soir avec les essentiels, donc c'est 14 heures de formation gratuite, comment en ligne, un module que vous pouvez garder à vie, les essentiels. Le Horseman's Club, c'est disponible pendant que vous avez l'abonnement. Les essentiels, c'est un module, donc c'est accessible à vie. Donc, méga cadeau ce soir. Je voulais parler de ça un petit peu plus tôt, avant la fin de toutes nos résolutions problèmes, parce que je pense que c'est une très bonne offre pour profiter. Et ça concerne pour les annuels, uniquement. Les essentiels, c'est avec les abonnements annuels. Donc, celui à 297. Il y a bien sûr un abonnement mensuel pour ceux qui sont intéressés. Et avec l'abonnement mensuel, vous pouvez aller mettre le nez dedans pendant 7 jours et dire ça me plaît pas. N'inquiète pas, ça va vous plaire. Garantie. C'est comme des steps. Chaque fois qu'il y a lancement step, 30 jours de garantie parce que on est tellement sûr que vous allez dire waouh, ça, c'est un paquet d'informations. Et j'ai fait des vidéos exprès parce que pour former un maximum de gens dans le Horseman's Club. Et quand je pars ailleurs dans d'autres pays, Canada, Australie, ailleurs, on continue à tourner des films sur les éducations de chevaux et des différentes cultures et tout ça et continue à former les gens, informer les gens, même dans nos voyages. Donc, c'est un très riche, c'est un programme qui est très riche avec même des autres cultures et tout ça. Au mois de janvier, on est parti filmer l'éducation de chevaux qui travaillent le bétail. Très impressionnant. Alors, juste, c'est normal qu'ils ne voient pas le pack Les Essentiels quand ils passent leur commande. Ça va être immédiat. Ils ne le voient pas quand ils passent la commande, c'est normal. Nadia vient de m'informer que c'est normal qu'on ne voit pas le pack Les Essentiels. C'est immédiat, ça veut dire quoi? En fait, ça va être dès qu'ils commandent de manière annuelle. Dès qu'ils commandent le ils vont avoir Horseman's Club, vous avez accès aux essentiels. Ouais. C'est comme ça, c'est automatique. C'est automatique. Et bien sûr, il y a tout un paquet de gens dans le
partie administrative dans le bureau de chez nous qui peuvent vous aider si vous avez le moins de problèmes avec tout ça. Parce que des différentes formations. Le Hostman's Club, là, récemment, si vous allez surfer sur Facebook un petit peu, on a fait des témoignages et c'était méga, méga touchant. On a eu plein de gens qui ont envoyé une vidéo pour expliquer à quel point ça les a aidés avec leurs chevaux. On a eu toutes les races de chevaux qu'on peut imaginer. On a demandé juste des vidéos de 1 minute et c'était très, très, très impressionnant. Les gens avec des réformes de course et ils étaient embarqués, ils n'avaient pas de contrôle, ils étaient dans la galère totale. Et de revoir la vidéo, de revoir un film sur cette même cheval 1 an plus tard, ou je ne sais pas, le nombre de temps c'est différent dépendant sur le genre, combien de temps ils étaient dans le Hostman's Club, mais de revoir ces différentes vidéos après, c'était très, très, très touchant. Et certains qui ont vraiment, vraiment galéré, ils ont souvent le vidéo de avant et après. Et c'était vraiment génial, surtout pour nous, parce que ça, c'est notre plus grand plaisir, c'est la réussite de nos élèves. Et également, c'est quelque chose que je vais mettre en valeur pendant cette séminaire-là. Quand vous posez les questions sur le Hostman's Club, il y a une énorme équipe qui répond à vos questions. Certains gens dans cette équipe-là, c'est des élèves que j'ai eus depuis des années, et pas mal des années. Et ces gens-là, de meilleurs élèves et des clubbers, va être au séminaire le 26, 27, 28. Donc, le 26 pour le clubbers, c'est gratuit. Et va être là et sur place pour montrer ce qu'eux, ils peuvent faire avec leurs chevaux. Donc, ça va être quelque chose de très, très impressionnant aussi, c'est de voir les gens. Et aussi, on peut parler avec ces gens-là. Ils demandent c'était comment avant et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. Mais vous allez voir des choses très, très impressionnantes. Je vois des élèves maintenant qui peuvent faire des choses que moi, je ne peux pas même pas vous montrer au séminaire si je n'ai pas un cheval à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'ils sont des élèves qui font des choses extraordinaires. Et ça, c'est vraiment une démonstration à regarder. Et beaucoup que je sais bien, quand je parle avec eux, ils disent, je ne croyais pas que tu vas arriver à ça. Je n'ai du mal à imaginer que j'étais embarqué, je ne pouvais pas arrêter mon cheval, je pouvais à peine faire une balade et maintenant je suis avec un petit pistel, j'ai tout le contrôle du monde. Le cheval est content, moi je suis contente. Beaucoup moins de frustration, beaucoup plus de fascination et le mieux que je comprends, le mieux que les choses vont. Donc, le Hostman's Club, une très bonne offre ce soir. Et je pense que, en étant une offre très, très courte durée, c'est une très bonne idée de profiter tout de suite. On parle de chargement dans le vent. Bien sûr, le cheval monte dans le vent, mais il ressort très rapidement, mais parfois, il n'entre pas dans le vent. On voit tout le problème de monde et déjà, une fois de plus, dans la photo, on voit un niveau d'incompétence. On ne peut pas tirer un cheval dans un vent. Bien sûr, je parlais de certaines réponses non négociables. Le stop, par exemple. Le stop, quand on conditionne cette réponse, stop tes pieds, c'est fait avec une telle précision que c'est non négociable. Si je dis wow, c'est wow. Oui, mais il y a un feu. Wow, c'est wow. Il y a un camion derrière nous. Wow, c'est wow. Et go, c'est go. Oui, mais il y a un feu devant nous. Ah, bah, go, c'est go. Quand une réponse est très bien conditionnée, et ce n'est pas horrible d'avoir un cheval très, très, très éduqué. Ça, c'est pas quelque chose de cruel. J'étais en Australie récemment et à la douane, il y avait un gars avec un chien. Et j'ai regardé le chien et il pointe vers une valise. Le chien, il regarde la valise, il regarde le maître, il passe et j'ai dit, pas mal éduqué, votre chien. Non, c'est vrai. Et je dis, ça prend combien de temps? Il dit, oh, ça dépend le chien, mais ça dépend le maître aussi, 2-3 ans, OK? Et si vous, par exemple, si moi, je jette un hot dog devant votre chien, il le mange? Bien sûr que non. Bah, tu peux tuer un chien avec ça. Je dis, oui, je sais. Donc, ils sont tellement bien éduqués que il veut même pas manger sans, oh non, 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 c'est super strict. Mais quand il est dit strict, c'était sans aucune mauvaise connotation. Parfois, je parle d'éducation de cheval, c'est que c'est strict. Stop, c'est stop. Go, c'est go. Et ça doit être strict. Et les gens, oh non, mais je veux pas trop être strict. Moi, je pense que vous avez l'intérêt d'être strict parce que si on est complaçant, si on est un petit peu médiocre dans nos demandes, on est un petit peu médiocre dans nos réponses. Donc, très important d'être strict. Et si la réponse à l'école, il est non négociable, ça veut dire je mets la pression sur l'école, pas important. S'il y a un feu, un lion, une falaise, ça veut dire avance tes sabots.
très important de comprendre que le licol est connecté sur ses pieds et pas sur sa tête. La première fois que j'ai entendu ça, c'était un monsieur qui s'appelle Ray Hunt. Je me suis dit, il est cinglé. Le problème, on dit, c'est que toi, tu penses que le licol est sur sa tête. Il faut que tu comprennes que c'est sur ses pieds. Je me suis dit, le pauvre, il est un peu âgé. Mais après, j'ai compris que oui, il a raison. Là, dans ce cas-là, dans cette photo que vous avez sur votre écran, le licol est sur sa tête. Mais en aucun cas, c'est connecté sur ses pieds. Si le licol était tellement bien connecté sur ses pieds, tu tournes le licol, il est devant ses sabots. Bon, évidemment, on va quand même pas mettre devant le cheval et essayer de tirer le cheval dans le vent, spécialement quand il lève sa tête plus haut que la toiture devant. Là, c'est une recette pour un désastre. Et en plus, parce que s'il passe sa tête dedans et on tire, il va lever la tête, cogner la tête, qu'est-ce que le cheval va comprendre? Dans le vent, on est cogné sur la tête. Est-ce que ça rend le vent plus attractif? Bien sûr que non, c'est rendre le vent hyper-aversif. Donc, pire chose qu'on peut faire, c'est attendre qu'on soit déjà en retard. Comme ça, on est dans l'urgence, on est stressé. On augmente la pression chaque fois qu'il va vers le vent pour rendre le vent absolument horrible. On se dépêche pour fermer la porte vite. Comme ça, ils disent, OK, piéger une fois, pas deux, et peut-être ils paniquent dans le vent. Comme ça, ils se blessent. Et on va essayer d'empêcher le cheval de sortir de le vent. Comme ça, il tire sur le licol, il lève la tête, il cogne la tête, il y échappe très, très vite et il n'a plus aucune envie de re-entrer dedans. Ça, c'est les erreurs qu'on voit uniquement chaque jour. Donc, on va essayer d'éviter celle-là et aller plutôt vers faire la préparation. Est-ce que le licol est connecté sur ses pieds? Est-ce que c'est non négociable? Est-ce que chaque fois que je tourne le licol en avant, ses pieds avancent? Et si je pousse le licol en arrière, est-ce qu'il recule? Est-ce que je comprends la notion de confort et inconfort? Est-ce que je peux rendre ailleurs boulot et rendre le vent confortable? Est-ce que j'évite de rendre le vent inconfortable? Je ne mets pas de pression dans le vent, je mets la pression ailleurs, je mets la carotte dans le vent. Est-ce que je sais comment j'utilise renforcement positif et négatif? Est-ce que je peux faire progressivement par modelage? Bosser, mettre les deux antérieurs sur le pont, s'il y a un pont, et après reculer et bosser, et mettre les deux antérieurs sur le pont dans la carotte, et reculer, et bosser, et bientôt le cheval va dire, attends, laissez-moi aller sur le pont, manger des carottes, c'est beaucoup mieux, et bientôt, il va dire, j'ai envie d'être dans le vent, c'est trop bien, j'adore le vent. Aussi, dans le bon ordre, donc, mettre le cheval dans le vent, on ferme derrière avant qu'on attache et on détache devant avant d'ouvrir derrière. Bien sûr, c'est les choses que tout le monde devrait savoir. Mais si tu fais que le cheval panique par rapport dans le vent ou que tu rends le vent inconfortable, le cheval va avoir aucune envie d'aller dans le vent. Donc, il est très important que le vent soit associé avec quelque chose de confortable. Déjà vu de chevaux qui stressent, qui transpirent quand on met les protections. Un cheval de dressage, une fois, fait un colique quand on met les nattes. Donc, ça, c'est la capacité associative. Le cheval sait que ça va mal se passer. Comment faire que le vent devienne un refuge? Le cheval dans cette image-là, par exemple, sur une publicité Fotra, il est galopé dans la forêt, libre, le vent s'arrête avec le poteau vert et il se saute dedans. Ça va être, pour moi, personnellement, pratiquement impossible de travailler le cheval en liberté dans la carrière si le vent est là avec le poteau vert. Je ne peux pas l'empêcher d'aller dans le vent. Pour lui, c'est le paradis. On peut faire ça avec tous les chevaux de toute la race, de toutes les disciplines, de toute la planète. Faire en sorte que le vent devient un refuge, quelque part où il a envie d'être, quelque part où il veut manger des carottes et ils disent, j'ai associé le vent avec quelque chose de très attractif. Tous les chevaux de toute la planète peuvent trouver que c'est attractif dedans. Évidemment, c'est plus difficile s'il y avait beaucoup de mauvaises expériences. Donc, l'idéal, c'est d'éduquer bien au lieu de rééduquer tout ce qui était mal fait. S'il descend vite, en aucun cas, essaie de l'empêcher. S'il descend vite, laisse faire. En aucun cas, essaie de le dépêcher. Tu ne veux pas l'arrêter de toute manière. Un humain, même Arnold Schwarzenegger, ne peut pas arrêter un cheval avec un licolet long. Il peut skier, mais le cheval est plus fort qu'Arnold. Le cheval est plus fort qu'Iron Man. Le cheval est assez puissant, donc tu ne peux pas bloquer le cheval dans le vent avec les licolets longs. Donc, s'il veut reculer, laisse faire. Si le cheval recule, il y a une raison. Il n'a pas assez envie d'être dedans. Donc, laisse faire, bosser, mettre dans le vent. Laisse faire l'erreur, soyez prêt à corriger. Même chose, monter. Laisse faire l'erreur, soyez prêt à corriger.
Ne maintiens pas le cheval en place. Relâche, laisse accélérer et remettre. Et laisse faire l'erreur et remettre. Et juste que le cheval dise, chaque fois que j'accélère, c'est inconfortable. Si je reste comme ça, si tu restes comme ça, c'est très confortable. Ne maintiens pas le cheval en avant. Éduquez le cheval de se maintenir en avant. Laisse faire l'erreur, remettre les jambes. Laisse faire l'erreur, remettre les jambes. Mais jamais maintiens le cheval en avant. Vous allez désensibiliser à la jambe et vous devient juste gênant. C'est chiant. Donc, éduquez le cheval de maintenir ses réponses. Quand tout va bien, le cheval devrait souffrir d'aucune pression. Mais il faut éduquer. Donc, éduquer le cheval que c'est une zone de confort. Travail, confortable dans le vent. Travail, confortable dans le vent. Et faire en sorte que bientôt, vous n'avez pas besoin de mener le cheval dans le vent. Vous pouvez rester à l'extérieur et le cheval va dans le vent. Pas parce qu'il doit, mais parce qu'il veut. Parce que ça devient pour lui son zone de confort, là où on n'embête pas. Donc, si le cheval descend vite, c'est parce qu'il n'a pas assez envie d'être dans le vent. Beaucoup d'informations ce soir. Je retourne un petit peu vers, parce que vous avez 2 heures pour profiter de le Horseman's Club. Il y a déjà, s'il y a des clubbers avec nous ce soir, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur le chat pour dire qu'est-ce que vous avez appris avec le club ou qu'est-ce que ça vous donne, avec quoi vous profitez avec cette club, parce que je sais que les clubbers sont vraiment un groupe très, très réuni de grands fans de leur club, de le Horseman's Club, et un très, très, très bel esprit de communauté sur le groupe Facebook. C'est étonnant, je n'ai pas pensé de trouver un esprit d'entraide aussi puissante et que des questions et aussi des réponses. Les questions sont très bonnes et des réponses sont très, très informées parce qu'il y a toute une équipe de gens bien plus formés qui aident dans la réponse aux questions. Donc, j'ai toute une équipe de formateurs et aussi des instructeurs, des élèves de Nadia qui travaillent sur le BF3, sur le plus haut niveau dans notre système d'éducation sur la fondation. Et tous ces gens-là, ils sont les années de formation, aident dans le Horseman's Club à répondre aux questions et aident les autres d'avancer. Donc, je trouve que c'est un club c'est dépasser toutes mes espérances de base. J'ai vraiment pensé à la base que ça va être cool, mais c'est dépassé largement tout ce que je pensais que c'est pas juste cool, c'est absolument magnifique. Donc, si les clubbers sont là et disent, oui, je suis dans le club, c'est trop bien, je profite à fond et j'ai appris pas mal de choses, n'hésite pas. Le témoignage sur Facebook pendant la semaine, c'était absolument magnifique. Et ce soir, avec votre abonnement, donc, il est 100 € moins cher qu'habituellement pour 1 an d'abonnement et en plus, pour la même valeur, vous avez les essentiels gratuits. Donc, profitez de cette offre-là parce que des offres comme ça sont assez rares. Le vent, on a parlé. Est-ce qu'il y a des questions, Nadia? Alors, juste pour bien expliquer que l'offre du Horseman's Club, elle est valable. Peut-être bien un petit peu vers ici pour que les gens t'entendent. Comme ça, ils t'entendent toi. Moi, je peux finir mon thé et manger un peu de chocolat. Ah oui, d'accord. OK. Alors, l'offre du Horseman's Club à 297. Nadia, effectivement, responsable de formation professionnelle chez On Dit Boot. Elle est valable effectivement jusqu'au 30 avril. Par contre, ce soir, vous avez les 6 essentiels si vous prenez le Horseman's Club ce soir. Donc ça, c'est uniquement valable maintenant. All right. C'était pour clarifier. Il y a une personne qui voudrait que tu remettes le QR code. Oh, OK. Ah, cool. Oui, je le remets du coup. Ah ouais. Ouais. Alors là, il est content. On ne pouvait pas lui faire plus plaisir. C'est un petit peu, c'est une petite blague interne. Ouais. Parce que je trouve assez cool que quand récemment j'ai acheté un veste ou quelque chose, il y avait un QR code. Et tu vas sur le QR code et il y a plein d'infos sur plein de choses. Et je disais, mais nous, est-ce qu'on a des QR codes? Et j'étais dans un séminaire pour apprendre parce que je pense qu'il faut toujours être intéressé par apprendre. Et sur le grand écran, il y avait un QR code. Et je zappais, il y avait plein d'informations. Donc, j'ai dit, j'adore des QR codes. Je pensais que c'était en anglais. L'autre jour, j'ai parlé avec les Australiens. J'ai dit, nous, on va utiliser des QR codes. Je dis, mais c'est quoi? Ah, sérieux? Ouais, parce qu'en fait, c'est QR. Ah. C'est pas cuir. C'est pas QR, c'est QQ? Non. QR. Oh, je pensais que tu parlais de Q.
QR. Code. QR code. Ouais. Ah, moi, je pensais que c'est QR code. Oh. Non, c'est un peu cuir. Non, c'est QR code. Je sais pas ça en anglais. Un code barre, quelque chose? Non, non. Je sais même pas qu'est-ce que ça s'appelle en anglais. Donc, Pas très grave. Q-code. Ouais. Ouais, totalement cuir. Q-code. Un Q-code. Je suis fan. Je peux pas prononcer le mot, mais j'aime bien. Alors, il y a un petit témoignage d'une clubber. Tu veux le lire? Non. Je lis. Oui. Alors, je suis clubber et j'ai le step 1. Je regardais les vidéos sur YouTube, mais il me manquait la méthode. Je ne pensais jamais avoir autant de résultats, bien sûr. Grosse remise en question, mais j'avance petit à petit. C'est génial et je ne regrette pas du tout. Merci Marion. Merci Marion. Attends, je vais prendre en photo. Merci. Toujours aussi joli et gentil.